Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions de la WWE. Pas seulement, hein, vous le savez, on fait aussi d'autres trucs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le plus gros show de l'été, la plus grosse fête de l'été, SummerSlam. Le SummerSlam de 2021, on était à Las Vegas, à l'Allegiant Stadium. Paradise dans le Nevada, pas très loin de Las Vegas. Pour m'accompagner dans cette fameuse review, une triple feat de talent, le voice of the voiceless, ce bon vieux Zigote. Comment ça va, Zigote ? Ça va très bien. Et toi, Ringside ? Ça va toujours quand on fait des gros pay-per-view, quand on est en triple frite. Et de l'autre, ce bon vieux Tonton, le best in the world. Comment ça va, Tonton ? Salut Ringside, salut le Coyote, salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up, une review historique mes amis, historique, un week-end de catch de fou malade, et ça va faire plaisir de faire cette triple feat avec vous deux pour profiter et déguster ce SummerSlam, cette cuvée SummerSlam 2021. Une belle cuvée, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris à boire, alors si ma gorge sèche pendant la review. Attention, pas d'accident. À la fin, je n'ai plus de voix. Et ben voilà, SummerSlam, on l'attendait, ça fait 2 mois qu'on a suivi cette route infernale, faite de haut et de bas, entre Monday Night Raw et SmackDown. Tout ça n'en finissait pas. Et juste avant que ça commence, cerise sur le gâteau, retour de CM Punk. Pas à la WWE, mais bien à la All Elite Wrestling, à Rampage le vendredi, qui précédait SummerSlam. Une pop de folie. Et puis si vous voulez connaître notre analyse un petit peu sur tout ça, vous pouvez aller checker la review de SmackDown. Je pense que vous en parlez en long, en large et en travers. Ouais, on en parle un peu à la fin avec Géliel. On était sur la fin de la review, effectivement, après les pronos SummerSlam Takeover, on a un peu évoqué le sujet. Plus moi pour le coup, parce qu'on était avec le jeune, il y avait un jeune assistant sur SmackDown, vous irez écouter, il y avait, c'était un peu Millennials versus Génération X cette review. et donc c'était sympa. Donc oui, effectivement, on parle de la pop stratosphérique de CM Punk, de ce truc complètement fou, quand même, un week-end complètement fou de catch. Et effectivement, cette arrivée de CM Punk là, c'est tellement un espèce de tremblement de terre 7 ans après son départ que du coup on se demande bien d'ailleurs ce qui va se passer pendant ce SummerSlam. On est avide de savoir ce qui va se passer. C'est ça, la réponse de la WWE. Voilà. Qu'est-ce que ça va être face à ce segment magnifiquement réussi du retour de CM Punk. Zigote, toi t'es content de revoir revenir CM Punk ? Ma curiosité a été aiguisée. Oui, j'ai regardé et j'ai trouvé ça quand même plutôt très appréciable et autres. Après, j'ai un avis assez tranché sur CM Punk qui se rapproche très 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 largement de Tonton sur sur l'analyse de votre rétro catch-up sur Money in the Bank où vous donnez votre avis sur la fin de la review. Et je ne suis pas un grand fan de CM Punk. Alors, je vais me faire sûrement attaqué de tous les côtés. Je trouve que c'est un catcheur surcoté sur plusieurs points. Moi, j'ai jamais caché que j'étais pas un aficionado de CM Punk, mais on va dire que sur le temps présent, sur ce qui s'est passé ce week-end, je ne peux pas ne pas reconnaître cette espèce de séisme, ce truc incroyable. Et je disais hors antenne à Ringside avant qu'on commence que en fait le truc auquel ça m'a fait penser, moi, c'est clairement l'arrivée de Hogan à la WCW, et Ringside me faisait remarquer justement en plus que Hogan n'était pas véritablement attendu à la WCW. Là, effectivement, mais je trouve que ça a été mené de main de maître et qu'on ait même laissé finalement cette espèce de suspense, tu vois, juste quelques heures avant le show et tout ça. Ça a fait monter la sauce et je trouve que ça a été mené de main de maître, cette histoire, de commencer le show direct avec ça et par un segment quand même de plus d'1 quart d'heure. Là, j'avoue que moi, tu vois, je me suis dit, ouais, ok, ils ont envoyé la sauce, quoi. Ouais. Je disais sur Hogan qu'il n'était pas attendu à la WCW dans le sens où c'était pas son public, c'est pas un public qui le réclamait à corps et à cri, comme le public de la All Elite Wrestling réclamait Punk
quasiment depuis 7 ans, hein, on va dire, puisque le gros du public de la All Elite Wrestling, c'est un peu les déçus de la WWE. C'est ça, ouais. Tout simplement. Et ben, leur héros, c'est CM Punk, et il vient de débarquer. Comme je te le disais aussi, tonton, il se pose en anti-WWE ultime un petit peu. Donc ça va être vraiment le visage de la All Elite Wrestling, je pense, dans les mois qui viennent. Et je pense que là, effectivement, comme à l'époque de l'arrivée d'Hogan à la WCW, ça y est, la guerre est vraiment déclarée. Ils ont gagné une petite bataille, la All Elite Wrestling, en terrassant NXT, avec Dynamite. Là, maintenant, les choses sérieuses commencent, puisqu'ils ont vraiment, maintenant, une grosse star susceptible de faire bouger les ratings, susceptible de vraiment remplir des salles. On l'a déjà vu que rien que Chicago, il l'a rempli juste sur une vague annonce comme quoi il serait de retour. Alors imaginez. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Imaginez les salles que ça peut faire une fois qu'il sera clairement annoncé. Au final, tout ça, c'est une belle opération pour le catch, en fait, voilà, pour le pro wrestling. Ah bah là, oui. Là, pour les fans de catch, là, c'est que du bonheur, franchement, d'avoir une émulation comme ça. Et je trouve qu'après 20 ans de monopole quasi absolu de la WWE, bah, je trouve que pour les fans, en tout cas, c'est hyper excitant d'avoir cette situation-là avec cette All Elite Wrestling qui grimpe, et puis qui fait un énorme coup, finalement, après 2 ans d'existence. Et puis, la WWE qui doit nous proposer aujourd'hui le plus gros show de l'été, si c'est pas loin d'être le plus gros show de l'année, puisque jamais ils ont été dans une aussi grosse salle depuis le début de l'année, quoi. Ouais. Moi, j'ai juste été un peu déçu sur l'opener de l'AEW, parce qu'on en avait parlé avec Ringside dans la review de Raw de la semaine dernière. Allez les écouter. Moi, je pensais voir Shane McMahon, et malheureusement, je me suis gouré de Best in the World. Ouais, la déception était grande, hein, quand même, de pas voir débarquer Shane O'Mac. Here comes the money. Ah, money. Ouais, voilà. Bah voilà ce qu'il en est de la AEW. Il va s'en passer encore des choses à la All Elite Wrestling. Hein. Il y a quelques gros noms qui sont annoncés. On pense à Daniel Bryan. Il y a peut-être un Bray Wyatt qui est aussi susceptible de débarquer. Un petit Ric Flair en supplément. Donc va falloir qu'on s'y intéresse encore un peu plus. Donc je pense qu'on vous en reparlera assez rapidement. Ça va pas être un problème. Voilà. Encore plus de boulot pour la team. C'est ça. Alors, on va embaucher. Mais en tout cas, voilà, tout ça c'est prévu. Mais revenons à SummerSlam, puisque finalement c'est ça, hein, la raison d'être de notre venue ici. Plus de 50 000 spectateurs, hein, quand même réunis dans le bordel. Donc ça, c'est pas banal. Grosse ambiance, gros stage. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu du décor là, avec cette entrée au milieu de la foule qui fait un petit tournant comme ça? C'était, on voit pas ça d'habitude. Ouais, il y avait un virage, effectivement. Ouais. Il y avait un virage dans l'accès au Titantron. Moi, j'ai trouvé que la rampe était un peu trop longue quand même à mon goût. Mais c'était un peu... Et justement, avec ce virage, ça faisait un peu étrange. Et le stage était assez impressionnant avec tout ce monde et tout. On n'avait pas revu ça depuis je sais pas combien de temps. Donc à WrestleMania, il y avait que 25 000 personnes. Hein, donc là, il y avait le double. Donc tout de suite, ça donne pas la même sensation. On a vraiment l'impression d'être face à un stade plein. Donc ça faisait plaisir quand même de voir une grosse audience. Après, apparemment, les retours du show en lui-même à Inside, ça a été pas terrible parce que apparemment les gens se sont plaints. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes de projecteurs, beaucoup de problèmes divers et variés dans le stade, des toilettes détruites ou pas utilisables. Enfin bon, c'était un peu compliqué apparemment pour les spectateurs dans le stade. Mais ça fait quand même plaisir de retrouver un stage avec 50 000 Pékins qui mettent des culs sur les chaises. C'est ça. Zigote, toi, ça t'a plu? Alors comme j'ai dit sur le Discord, moi ce qui m'a autant oui l'arène, tout le public sans aucun souci. Alors par contre l'entrée avec le mini Titantron et ouais le virage long couloir, ça m'a rappelé comme quelqu'un me l'a fait remarquer certains Royal Rumble et surtout les Royal Rumble des années je dirais milieu 80 début 90. Non, j'aime pas parce que SummerSlam pour moi au bout du compte on te le vend comme le WrestleMania de l'été et donc du coup j'attends quand même carrément un grand Titantron avec comme ils avaient fait je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans avec un délire de montagne russe et tout ça. Moi je veux du gros truc tu sais au-dessus, enfin la grosse décoration pardon, machin et tout. Mais après est-ce que la configuration du stade lui permet de faire ça? Je ne sais pas, mais moi ça m'a manqué. Après ouais tout le public et tout c'était cool sans aucun souci, mais ouais c'est le mini Titantron est arrivé, ça me rappelle un peu le
la salle mythique du Madison Square Garden. Et au bout du compte, en fait, les catcheurs ne rentraient pas par le côté, quand tu regardais la télé, ni du côté gauche ni du côté droit, et en fait, qui rentraient juste en face de ton écran, dans la petite entrée au milieu. Moi, je suis pas fan de ça. Ok. Ouais, ce qui est un peu dommage quand ils ont une entrée longue comme ça, c'est qu'ils sont finalement assez écartés du public. Ce qui fait que l'entrée est longue, alors que si par exemple ils débarquaient comme ils le faisaient dans le temps, au milieu de la foule, avec un peu un service de sécurité autour, ça fait tout de suite plus impressionnant. Mais ouais, ça donnait un petit goût différent. Le fait d'être au milieu de ce stade-là, ça faisait plaisir quand même. On entendait pas extrêmement bien la foule. Hein. On entendait que la foule était chaude, qu'il y avait de l'ambiance, mais le son en lui-même, je trouve, était pas. Il se perdait un petit peu dans le stade, mais ça arrive souvent. Le son monte vers le haut. Mais bon, c'est le show de l'été. On va commencer par le kick-off. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai pas réussi à voir ce match. Il y a Biggie qui a affronté Baron Corbin. 6 minutes 35 de match. Biggie a gagné pour récupérer donc la mallette. Hein. Je suppose que Corbin avait volé la monnaie du Money in the Bank. Tonton, du coup, tu l'as vu ce match-là, toi ? Ouais, on en a parlé à SmackDown en plus. Et on s'en était douté avec Juliel que de toute façon qu'il allait avoir peut-être une suite sur SummerSlam. On n'était pas sûr au moment où on a fait la review. Mais effectivement, oui, Biggie a retrouvé son bien, Biggie a retrouvé sa briefcase et tout est revenu dans le meilleur des mondes. Le match, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, 6 minutes 30, ils ont vraiment fait du classique de ces classiques chacun, leur signature move, la petite glissade de Corbin, il a fait quelques mimiques avec la mallette, etc. Quand il est arrivé, il la protégeait comme s'il protégeait je sais pas quoi, comme s'il protégeait son enfant. Et voilà, au final, il perd sa mallette, mais l'affaire est pas terminée parce que notre ami Baron Corbin, il a l'intention de se refaire la cerise apparemment. D'accord, il a un plan. Zigote, toi, t'as réussi à voir ce match ? Je sais pas que je n'ai pas réussi à voir le match, c'est surtout que je ne l'ai pas regardé tout court. Les pré-shows sont sans aucun intérêt. Ouais, alors une petite annonce, une petite petite réclamation auprès du WWE Network. Quand il y a un kick-off, mettez dans les choix disponibles le match en bas pour les raccourcis, parce que il y avait des choix pour tout, mais pas pour le match. Ce match, il a été fait aussi, je pense, si tu veux, pour chauffer le public, parce que en disant, vous voyez, il y a le propriétaire de la mallette est présent dans l'arena, mes amis, donc on sait jamais, au cas où, sur un malentendu. C'est ça. Il y a eu aussi un petit segment avec les signatures des nouveaux arrivés à NXT. Mais il n'y en a aucun que je connaissais. Donc ça, je l'ai pas vu, j'ai regardé vraiment que le match de kick-off, quoi. Ok. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On démarre avec le championnat tag team de Monday Night Raw. RK Bro, de nouveau réunis. Randy Orton, Riddle affrontent les champions AJ Styles et Omos. Un match de 7 minutes 5, donc pas beaucoup plus long que le match du kick-off. Ouais. Où c'est surtout AJ Styles qui va se prendre la hit, je crois. Il y a Omos qui va rentrer dans le match un petit peu. Il va finir par se faire un petit peu dégager par Riddle, je crois bien. Et Orton va porter le RKO sur AJ Styles pour la victoire. 1, 2, 3. Nouveau champion. Et RK Bro qui s'en vont heureux au milieu de la foule. Hein. Ils font une petite pause là, de retour sur le Titantron. J'étais un peu déçu par ce match. Je sais pas si ça a été pareil pour toi, Zigote. Ouais, c'était un opener assez basique. Je pense qu'il aurait eu très bien sa place en weekly. Je m'attendais un petit peu plus. AJ Styles qui aurait pu sortir comme, AJ Styles et Matt Riddle qui aurait pu sortir 2-3 gros moves qui sortent un peu de ce qu'on voit d'habitude. Mais là, en fait, on a vu un match de show hebdo et c'était pas foufou. En revanche, après, je suis assez satisfait de la victoire d'Orton et de Riddle, qui va permettre un peu de prolonger leur victoire entre eux, parce que je reste toujours persuadé qu'ils partiront en feud à terme. Et voilà, puis AJ Styles et Omos, je pense qu'on a fait le tour. Après, ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'adversité en termes de tag team, parce que les Viking Raiders, les mangeurs de poulet ou joueurs de golf, c'est pas très intéressant. Et mais ouais, non, voilà,
c'est pas forcément le match qui va te motiver à regarder la suite du pay-per-view. Ouais, pour un opener, ouais, l'objectif n'était pas très réussi. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'était un peu bienvenue à Monday Night Raw hein, quand s'est déroulé le match. J'avoue que je suis resté carrément sur ma faim. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Pas trop de déroulé de AJ Styles, pas trop de déroulé de Riddle. Je sais pas si t'as été plus convaincu, tonton. Ouais, non, je vous rejoins plutôt largement sur cette affaire. Moi, j'étais assez déçu, quoi. Un match de 7 minutes, alors que c'était un des matchs sur lequel j'avais posé pas mal d'espoir. J'espérais un truc vraiment chiadé. Alors, le point positif, c'est quand même que le public est quand même à fond pendant tout ce temps. Ouais. Qu'il y a une belle pop pour Riddle et Orton à la fin. C'est ça. Vraiment, ça se passe dans une belle ambiance et tout ça. Donc bon, ça rassure un peu, mais le match, vraiment, c'est le minimum syndical que peuvent donner ces quatre-là. Donc c'est assez décevant, quoi. Et effectivement, j'attendais peut-être une ouverture de SummerSlam sur un autre level. Donc petite pointe de déception sur cet opener. Ouais, ça crisse au démarrage direct. Ouais, non, je suis d'accord. Ils ont pas. On sent qu'ils étaient pas là pour voler le show, hein, qu'on leur a dit de pas trop en faire, et du coup, ils ont vraiment pas fait grand-chose. Mais comme tu le dis, tonton, le public était à fond, ça a bien fonctionné, et je trouve ça d'autant plus triste que voilà, le public était là au rendez-vous. Il était là prêt à faire l'ovation pour le retour de la Team Cabro et son couronnement. Je suis déception sur cet opener. Passons à la suite. Oui. Alors, parce Alexa Bliss. Il y en a, hein, il y a une chier de match. Hein. Il y a une chier de match ce soir. En plus, alors, on est toujours à Monday Night Raw. Ouais. Et oui, bienvenue à Monday Night Raw. Alexa Bliss affronte Eva Marie, toujours accompagnée de Doudrop. Alors, ce que se souvient, c'est que Alexa Bliss, elle a des pouvoirs magiques, une poupée qui fait peur, qui fait des clins d'œil, qui met des sorts. Elle s'affronte avec Eva Marie. Eva Marie, c'est pas catché, hein, donc ça va pas bien loin. C'est la victoire d'Alexa Bliss. Et après le match, Doudrop se fout de la gueule de Eva Marie. Elle lui pique son peignoir. Son peignoir à paillettes. Et puis elle s'en va, se moquant d'Eva Marie. La pauvre Eva Marie a été humiliée. Et Alexa Bliss a gagné. C'était bien, hein, tonton. Oh là, quelle purge! Oh mon dieu! Ah bah, déjà Eva Marie Arrow, je la supporte. 3 minutes 50. Bah putain, on aurait dit que ça en faisait 10. Eva Marie, déjà, je la supporte pas. Raw, alors c'est sûr que j'allais pas la supporter dans un pay-per-view. Je ne comprends toujours pas ce qu'elle fait là, mais au moins le split. Je suis content pour Doudrop finalement. J'espère que ce split va être entériné d'ailleurs et que, alors évidemment, on va avoir encore un ou deux Raw où elles vont se tourner l'une autour de l'autre, mais après, voilà, ça ressemble à rien. Le match ressemble à rien. Eva Marie, disons, pendant les 4 minutes, elle n'est plus intéressée par ce qui se passe de ce que fait Doudrop de l'autre côté et quand est-ce qu'elle va intervenir qu'autre chose. Alexa Bliss, elle déroule un catch, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On sent que même pour elle, de toute façon, c'est pas le grand frisson. Donc, il y a d'autres, elle a eu d'autres moments, d'autres SummerSlam moments ou WrestleMania moments largement plus intéressants que ce qu'elle a vécu dans ce SummerSlam 2021. Donc écoute, voilà, pas en dire grand chose, c'était la purge du soir. La purge du soir, ouais, effectivement, c'est très mauvais. À moins que Zigote, peut-être, toi t'as apprécié, ou est-ce que tu étais dans ton écran à demander We Want Bryat comme le. We Want Bryat. We Want Bryat, je ne connais pas ce catcheur. Ah, Bryat, c'est Bray Wyatt. C'est une contraction de Bray Wyatt. Ou la symbiose de Daniel Bryan et de Bray Wyatt. Voilà. On l'appelait comme ça, le père Bryat à une époque, Bray Wyatt. Comment dire, là on continue un peu sur la lancée, on arrive à peu près à un quart d'heure de combat en pay-per-view et encore une fois je me dis si c'est comme ça SummerSlam, je pense que je vais me coucher de bonne heure ou je vais éteindre le programme. Non, je comprends, à la limite ça aurait dû être en pré-show, au pire des cas ça aurait dû être en pré-show et foot Biggie. D'accord, ouais. Et Corbin, c'est pas forcément mieux, mais ça avait plus de gueule d'avoir Corbin, Biggie, qui je pense sont un peu plus dans le low mid-card que,
plus mid-card d'ailleurs que Eva Marie et Alexa Bliss qui sont carrément dans la low-card féminine. Mais j'avais lu quelque part, si je ne dis pas de bêtises, qu'au bout du compte, ils avaient mis un peu ce combat aussi à SummerSlam pour voir au niveau des ventes de la poupée, de voir s'ils continuaient ou pas avec la poupée Lily. Si ça fonctionnait très bien et du coup... il y avait j'ai lu ça, ouais, au bout du compte, par rapport au merchandising. Donc du coup, on va peut-être se bouffer du Lily en veux-tu, en voilà dans toutes les semaines qui suivent. Ouais. Imagine, le booking d'Alexa Bliss est lié aux performances dans le merchandising de sa poupée, quoi. Ça en dit quand même long sur comment on envisage le catch par moment à la WWE, quoi. Ah bah oui. C'était déjà le cas de Bray Wyatt, hein. Oui. Si c'est bien là son vrai nom. Voilà, il vendait des masques et des trucs, donc c'est bien pour ça qu'il continuait à... Ouais, mais il y avait un petit même si on accroche ou on n'accrochait pas, il y avait un truc un peu plus intéressant, un peu plus travaillé. Ça nous parlait plus que Alexa Bliss et sa poupée, hein, nous, ça c'est sûr. J'espère qu'ils en ont pas trop vendu et puis qu'on va passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'Alexa Bliss, toute sa carrière, ça tourne autour de... je pense déjà parce qu'elle marche bien à l'écran et qu'elle doit faire quelques petits pics d'audience. Mais ouais, alors en plus, si elle vend des poupées... Sa gimmick goddess était quand même beaucoup plus intéressante. Ouais, bon, ça c'est des trucs, malheureusement, il faut bien rentrer de l'argent. Donc tout ça n'était qu'une vaste page de pub pour la poupée Lily. Bravo SummerSlam. Allez, on va se battre pour les ceintures maintenant. Championnat United States Championship. Vous sentez que je suis fatigué, hein, que j'ai besoin d'aller en vacances quand même. Le champion Sheamus affronte Damian Priest. On se souvient que Damian Priest est devenu challenger officiel en gagnant un match pour devenir challenger officiel. Les First Contender Match, comme on appelle ça, où il avait battu Sheamus. 13 minutes 52 match. Il va y avoir quand même à un moment donné un gros bump de Damian Priest là, qui va faire son saut par-dessus la troisième corde et s'écraser au sol comme une merde. Il va se faire très mal au dos. Il va marcher de travers pendant un moment. Moi, je pensais même qu'il s'était vraiment blessé. J'ai pas eu de nouvelles comme quoi il y avait quelque chose de spécial. Non. Et, c'est juste qu'il sait bien vendre en fait, donc ils en ont profité. Et donc, Sheamus va travailler le dos tout le long du match. Alors, quelques gros spots. Hein. Sheamus, il y a notamment à un moment un gros coup de genou dans la face de Damian Priest là, qui tentait une manœuvre un peu spectaculaire. Donc, il va vraiment se faire défoncer pendant un bon moment, Damian Priest, mais ça suffira pas. Il est increvable. Il va repasser à l'assaut et réussir à arracher la protection faciale de Sheamus et lui placer son finisher, le Reckoning. Pour le compte de 3, 1, 2, 3, un nouveau champion, Damian Priest, Sheamus est vaincu. C'est le couronnement de la nouvelle star d'Euro, hein, l'étoile montante d'Euro. Damian Priest, en parallèle de Riddle, hein, c'est les deux mecs qui seront là pour le futur, visiblement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, mon bon tonton? Qu'est-ce que tu as été convaincu? Ah bah ouais, du bien là, du bien là. Pour le coup, un très bon match. Franchement, de A à Z, tout a collé. Damian Priest vraiment confirme pour moi invaincu en 2021. Hein, Damian Priest, depuis qu'il est arrivé dans le main roster, il n'a pas encore perdu un match. Et là, avec certainement pour moi un des meilleur catcheur de l'année 2021, en l'occurrence Sheamus. Donc là, au final, super belle affiche, super beau match. Peut-être le match qui aurait dû être en opener d'ailleurs. On aurait peut-être on aurait dû commencer par ces 15 minutes de Priest Sheamus. Là, ça aurait été certainement beaucoup plus appréciable. Il fallait les coller dans la carte, les Alexa Bliss et compagnie, mais pour le coup là vraiment un excellent combat. J'ai trop kiffé ce moment où quand Priest il est pris dans la soumission là et puis qu'il entre dans une espèce de transe et qu'il arrache le masque de Sheamus. Vraiment tout ça bien avec gros enchaînement derrière parce que derrière il est chaud bouillant, il a plus mal là tout à coup là, il a oublié son moonsault de la troisième corde. Et voilà, Enzuguri, Reckoning, bim bam boum, 1, 2, 3, non, vraiment gros match, vraiment j'ai largement apprécié. Là ça m'a mis dans ce SummerSlam, là ça y est, là j'y étais là. Ouais. Un peu dans la tradition du match qu'il a eu avec Riddle, Sheamus à WrestleMania. Un peu. La foule était pas trop dedans au début, mais ils ont fini par rentrer dans le match, le finish était réussi.
Puis pour moi, Damian Priest, je le répète semaine après semaine, mais ce garçon a le total package, quoi. Physique, la voix, il chope le mic, il peut s'adresser en espagnol aussi, très important pour les télés américaines, pour la WWE, le fait d'avoir un gars qui de temps en temps un peu la joue latino. Représente Porto Rico, donc écoute, franchement là, avec lui ils ont fait bonne pioche cette année. On dit souvent les montées de NXT c'est compliqué à la WWE, bah écoute, Damian Priest en est un bon contre-exemple sur cette année 2021. Ouais, exactement. Et donc total package, et maintenant il a une ceinture, parce qu'il est nouveau champion voilà. US. Sa première ceinture dans le main roster, donc j'espère que d'une longue série. Ouais. Zigot, toi t'as été convaincu aussi? J'ai été convaincu et tonton m'a piqué la moitié de mes arguments. Parce que faut pas que je parle le premier. Parce que du coup, oui, en plus, j'allais dire, alors j'étais comme toi, je pensais aussi qu'il y avait une blessure et autres, ringside. Et après, oui, pour dire aussi que on dit toujours que les montées de NXT sont des foirages total. Et quand tu vois que Damian Priest du coup chope une ceinture et qui commence à être dans le mid up card tout doucement, et Riddle qui réussit aussi. Voilà, on voit toujours le mauvais côté des choses, mais il y a aussi des moments, des choses positives, il faut aussi le souligner, et j'apprécie de plus en plus Damian Priest, parce que tonton sait que je suis pas forcément un gros fan du personnage, mais les semaines se suivent et je commence à lui trouver des qualités. Et le combat était très bien, et comme tonton qui m'a piqué encore un argument, s'il avait fallu choisir entre, il aurait peut-être fallu mettre cette match-là en opener, parce qu'en général en plus le titre US ou le titre intercontinental c'est régulièrement des openers en pay-per-view pour chauffer la foule, mais après la distribution des matchs à SummerSlam, et si on voit toute la carte on pourrait se dire qu'on aurait pu changer autrement et que ça aurait peut-être pu faire plus de réactions d'une manière ou d'une autre. Et sinon après, très bon combat, et comme tonton, pareil, au bout du compte, ça m'a lancé sur ce SummerSlam. Ouais, on sentait que c'était le vrai début des choses sérieuses. Non, pas très satisfait par ce match, très satisfait par le couronnement de Damian Priest. Ils leur ont donné 13 minutes 50, c'est pas mal. Alors il y a plein de coupures pub dans ce SummerSlam, c'est la nouvelle tendance Peacock, on va dire. Et ensuite on a le championnat Tag Team de SmackDown, les Usos, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, les champions, les Usos, affrontent les Mysterio père et fils, Rey Mysterio et Dominique. Un match familial. Un match comme on a vu à peu près 150 fois. Ouais. 8 minutes 50, deux combats acharnés avec des near fall, des splash, des 619, des interférences, en veux-tu en voilà. Et une victoire des Usos après un enchaînement de double super kick dans la face de Rey Mysterio. Et splash final. Alors tout ça était très bien, mais ils ont un petit peu oublié le segment de fin où Dominique devait trahir Rey Mysterio. Donc du coup, on a eu un énième match Rey Mysterio-Uso. Joli, mais sans aucun intérêt du coup. Du moins à mes yeux. Je sais pas, Zigot, si toi tu... Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, comme toi. En fait, on a un peu l'impression de voir ce qu'on voit depuis plusieurs semaines à SmackDown. Alors après, j'attendais pas forcément la trahison du fils sur le père à SummerSlam, parce que c'est encore beaucoup trop tôt. Mais voilà, je pense que c'est l'histoire ils devaient avoir leur match en pay-per-view. Je pense que ça va terminer la feud entre les Usos et les Mysterio. Et les Usos iront splitter avec les Street Profits et autres. Et les Mysterio, peut-être les basculer sur d'autres choses et continuer tout doucement sur des distanciations entre les deux, mais faut pas aller trop vite non plus en besogne, parce que le petit Dominique est encore très green et il n'a pas du tout le charisme pour pouvoir faire un turn sur son père. Enfin, je pourrais me tromper, mais je n'y crois pas une seconde à aujourd'hui. Ouais, encore trop tôt pour faire tourner le pauvre Dominique, c'est aussi ce que tu penses, tonton? Ouais, moi je pense que c'est trop tôt, parce que s'il doit y avoir vraiment une rivalité père-fils, il faut qu'ils emmènent ça jusqu'à WrestleMania, parce que c'est là que ça doit se régler, avec peut-être une retraite de Rey, peut-être
transmission de masque, quelque chose dans ce temps-là. Je pense qu'effectivement, là, il était trop tôt, donc j'y ai même pas pensé, je t'avouerai, pendant le match. Après, c'est marrant parce que pendant la review de SmackDown, j'expliquais que depuis des semaines et des semaines, on avait le droit à des 1 contre 1, des 2 contre 2 entre les Mysterio et les Usos, ça s'interchangeait. Et tous les matchs faisaient entre 9 et 12 minutes. Et bah là, écoute, la règle, ça n'a pas échappé à la règle. Le match a fait 10 minutes 50. Donc, ils nous ont montré un truc archi classique. Alors, c'était plutôt sympa, c'était plutôt grave. Pareil, le public encore était pas mal dedans. Il y avait une belle ambiance pendant ce match tag team. Alors que ce qui se passait était vraiment quelque chose de convenu et qu'on connaît que trop bien maintenant, parce qu'à force de faire ça tous les vendredis pendant 2-3 mois, bon, au bout d'un moment, ça devient un peu redondant cette histoire. Mais j'ai bien accroché. Bon, moi, j'étais à fond derrière les Los Mysterios. On continue à donner leur chance aux Usos de manière vraiment. Il y a une grosse confiance dans les frères Usos à SmackDown. Malgré les écarts dans la vie privée de Jimmy et tout ça, je constate quand même qu'ils ont une sacrée cote auprès des officiels et que je serais curieux de connaître, j'ai pas ce chiffre, mais si le peuple catch-up peut faire un fact-checking, je serais curieux de savoir à combien de jours de règne ils sont en cumulé dans leur carrière en tant que tag team champion, les frères Usos, mais ça doit commencer à devenir assez impressionnant. À part Kofi Kingston, il n'y a pas beaucoup de monde qui doit pouvoir les regarder dans les yeux. Une bonne question. Définitivement, une des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE. Ouais. Sur le ring, c'est propre. Au micro, ils sont plutôt très doués aussi. Et en fait, dès qu'ils arrivent, tu sais qu'ils vont vendre le combat, ça va être du bonheur, quoi. Ouais, c'est propre, c'est les futurs Hall of Famer, les frères Usos. Complètement. Ouais. Rien d'étrange à les voir conserver face à la famille Mysterio, puisque Dominique, il a pas le niveau encore. Hein. Non. Donc voilà, clairement, sans surprise. On impose des Usos comme les patrons de la division tag team, et puis c'est tout. Alors, maintenant qu'on a fait les hommes, on va aller voir les femmes. C'est le match tant attendu entre Sasha Banks, la challengeuse, et Bianca Belair, la championne, couronnée à WrestleMania. C'est le rematch de WrestleMania. Et ouais. Elles se sont foutues sur la gueule comme c'est pas permis. Sasha Banks a humilié Bianca Belair. Ça va être l'heure pour Bianca Belair de se venger, de prouver qu'elle est la vraie championne. Eh bien, première annonce, Sasha Banks ne peut pas venir catcher. Elle n'est pas apte. Elle a été retirée. Alors, on connaît toujours pas le fin mot. On sait qu'elle n'est pas blessée. On sait qu'elle n'a pas le Covid. On sait qu'elle n'est pas malade. Mais alors, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est enceinte. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Elles avaient déjà été enlevées toutes les deux, par contre, d'un house show la semaine précédente. Et j'ai pas vu SmackDown. Je sais, elle a catché à SmackDown Non, elle a fait un no-show. Sasha Banks. Ouais, Sasha Banks. Mais Bianca, elle a catché, elle, à SmackDown? Ah, Bianca, elle a catché 2 fois même. D'accord. 2 fois à SmackDown, dans la même soirée. Dans la même soirée, elle a enchaîné, elle a battu Zelina Vega et avec son Kiss of Death. Et derrière, elle a battu Carmella avec son Kiss of Death. D'accord. En moins de 3 minutes à chaque fois pour chacune. C'est cadeau, c'est comme ça me fait plaisir. Vous remarquerez que booking des femmes, c'est le même booking à SmackDown que Raw. C'est super, quoi. Ils croient qu'on voit pas comme ça quand ils font des décalques de leur booking. Bref, alors, donc du coup, qui va affronter Bianca Belair? Je vous le donne en 1000. La plus belle femme de SmackDown et de la WWE, Carmella. Rien que ça. Rien que ça, hein. Donc là, le public est pas trop content. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bon, même si elle est très en beauté, Carmella, aujourd'hui, elle s'est aspergée de je sais pas quoi. Et donc, elle arrive au ring. Tout ça, Bianca Belair, elle dit, c'est pas... Bon, je vais quand même te péter la gueule. J'aurais préféré affronter Sacha, tout ça, mais bon. Je vais m'occuper de toi, ça va être vite réglé. Mais non, puisqu'une musique retentit. Et quelle musique? La musique de The Man, Becky Lynch. Eh oui, vous entendez bien, vous écoutez bien, Becky Lynch est de retour. Elle arrive au ring pop énorme. On se serait cru à Chicago avec le retour de... Pas loin. de CM Punk. Donc voilà, la patronne est de retour, hein, tout simplement. Elle monte dans le ring. Alors, Bianca Belair, elle fout de joie, elle saute dans tous les sens. Elle la regarde. Donc, ni deux, hein, Lynch, elle dit ce soir, je t'affronte, Bianca Belair. Elle pète la gueule de Carmella, hein, pour bonne mesure.
Elle la jette en dehors du ring. Et donc, on a un match entre Becky Lynch et Bianca Belair. Enfin, un match. Ça dure 25 secondes. Becky Lynch fait mine de serrer la main à Bianca. Hein, elle l'invite à serrer la main façon Ring of Honor. Et là, elle en profite pour lui mettre une bandale dans la gueule et placer son nouveau finisher qui est une reprise de la prise de The Rock. Comment ça s'appelle? Le Rock Bottom, voilà. C'est un Uranagi modifié, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Bah, ça ressemble quand même beaucoup au Rock Bottom. Rock Bottom, 1, 2, 3, on se relève pas d'un Rock Bottom. Hein. Donc, Bianca Belair elle a perdu sa ceinture. Becky Lynch est de retour et c'est déjà la nouvelle championne. Elle a enterré la concurrence. Que dire, que faire le voilà reparti pour Becky Lynch. Est-ce que feel good moment pour toi, Zigote, ou tu es plutôt en train de t'arracher les cheveux pour l'enterrement de Belair? Je ne peux pas forcément m'arracher les cheveux pour le peu qui me reste sur le crâne. Alors, oui, mais non. L'arrivée de Becky Lynch, oui, super, c'est génial. Oh, je suis super content, tout ça, il y a aucun souci. Le squash sur Bianca Belair, même si je l'apprécie pas plus que ça et qu'elle devienne championne, je ne vois pas du tout l'intérêt. Quitte à faire, au bout du compte, elle arrive et il se propose un match sur le futur pay-per-view ou autre, mais bon, je pense qu'il devait marquer le coup ou autre. Mais un squash, je trouve que ça ne sert à rien pour Becky, ni pour Bianca Belair. Et tout ce segment, en plus, je sais pas combien de temps ça dure, mais franchement, c'était long. Alors, j'ai été très satisfait de l'arrivée de Becky, parce que c'est ma petite favorite des Force Women depuis NXT, parce qu'elle gagnait jamais et tout, et je l'aimais bien. Mais là, non, je suis pas... Non, la WWE, je mets un carton rouge. Ah ouais. Carton rouge, carrément. Ouais, c'est difficilement compréhensible, cette façon d'avoir squashé complètement Bianca Belair, même si ça reste une rookie, elle arrivait quand même très vite au top. Elle se fait remettre à la place par la patronne. Est-ce que toi, t'as réussi à digérer tout ça, tonton ou Ouais, alors je suis partagé en fait pas mal de sentiments différents sur ce segment. Le fait que Sasha Banks qui vient pas, déjà le premier truc c'était quand même à SmackDown, je me posais la question déjà de qu'est-ce qui se passait et tout ça. Donc mais je me suis dit ça arrive, elle était pas là, c'est comme ça. Donc déjà je m'attendais à la venue de Sasha Banks quand même. Donc passé le truc, Carmella arrivée, je me suis dit oh non mais c'est pas possible, on va avoir un squash match. et là alors écoute, la pop de Becky, l'entrée, c'était énorme. Le stade est rentré en ébullition. C'était hallucinant. Elle était au taquet. Voilà, moi j'aime beaucoup Becky, donc fatalement, ouais, le premier sentiment a été un sentiment super positif. Et puis direct avec ce qui s'était passé avec CM Punk, tu te dis ah putain voilà ça y est, la WWE commence à répondre. Ouais. Et par contre, après, là, j'ai un petit problème, c'est une fois qu'elle est arrivée sur le ring, en fait. À partir de ce moment-là, alors là, déjà, comment a été évacuée Carmella, elle a pris un kick, elle a été balancée dans les escaliers, et je sais pas si vous avez fait gaffe à Carmella pendant ce segment, mais elle fait une gueule, mais alors, elle ne bouge pas d'un centimètre pendant tout ce qu'elle reste sur le ring avant de se faire marave. Et elle fait une gueule, je suis pas sûr qu'elle était au courant du truc, et qu'on a juste dû lui glisser vite fait, bon tu vas te faire laminer, ah ok d'accord. Et après, si tu veux, en fait, moi j'étais archi chaud pour un match là. Pour moi, Bianca Belair, voilà quoi, elle est legit, championne de SmackDown, elle allait affronter Sasha Banks, donc c'était parti. Moi, j'étais lancé pour un match là, tu vois, pour 15 minutes de match quoi. Et donc moi, ça m'a un peu climatisé quoi, les 25 secondes quoi. Derrière, j'avais perdu de l'enthousiasme là, je me suis dit, et puis pour moi, on n'enterre pas Bianca Belair parce que Bianca Belair, elle est toute jeune, elle commence dans le main roster et elle a fait déjà une année 2021 magnifique, donc c'est pas bien dramatique quoi. Ça va être un peu compliqué de s'en relever dans un premier temps, mais c'est pas bien dramatique. C'est juste que moi, je voulais un match de catch quoi. Ok, Becky revient, ok, elle affronte la championne incontestable de SmackDown, et allons-y, balancez-nous du 15 minutes là. Et puis non, 25 secondes. Donc voilà, je suis partagé sur ce championnat de SmackDown féminin là. Ouais,
Ça donne une certaine perspective au star power de Becky Lynch et la façon dont il la considère, puisque revenir comme ça, récupérer Ça c'est vrai. Ouais. ceinture, je pense qu'il la place à un autre level que le reste de la compétition. Ah bah clairement, ouais. Là, de toute façon, là, si on le savait pas, je pense que ça nous a éclaté à la face dimanche soir, quoi. Ça a été souligné, surligné. Le retour de Becky Lynch, donc, et Bianca Belair. Il va falloir se reconstruire, se remotiver, repartir à la bagarre. Carmella, ma foi, elle n'était pas prévue d'être là. Hein, donc on peut pas non plus. Non, mais Carmella, pas grand chose. Hein. Carmella, c'est juste sur sa réaction, sur son comportement, son body language, quoi. Revoyez juste vite fait l'image, vous verrez, c'est assez incroyable, quoi. La voir complètement statique comme ça et avec le visage qu'elle avait, enfin, c'était quelque chose d'assez incroyable, quoi. Après, voilà, quel pop monumental malgré tout, quoi. Quel pop. Carrément. Je veux dire, là, le public, il était, mais c'était à 1000, ouais, Becky, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Ouais. Belle réussite quand même, ce retour de Becky Lynch. Et je ne sais pas où ce que ça va. Après, c'est la suite. Voilà, parce que du coup, il va y avoir le rematch, que ce soit à SmackDown ou au prochain pay-per-view. Et du coup, elle peut affronter Bianca. Après, je pense que je vois pas Bianca reprendre le titre à Becky Lynch. Donc, du coup, qui reste? Il reste Sasha Banks. Après, peut-être, faut voir si elle revient ou elle revient pas. Après, il y a le draft. Du coup, c'est vrai que le draft, c'est à la fin c'est dans pas longtemps. Si j'ai pas de bêtises. Du coup, il faut voir comment ils redispatchent les équipes, mais la division féminine de SmackDown, elle est pas très riche en gros, c'est Bianca Belair, Sasha Banks, Carmella et Zelina Vega, et Toni Storm est aux abonnés absents depuis son retour pour la faire un match. Enfin bref, donc du coup après il n'y a plus forcément grand monde, donc puis je ne les vois pas donner le titre à Becky pour qu'elle le perde le mois prochain. Je pense que ça va être un règne qui va durer quelques temps, et il va falloir lui trouver de l'adversité. Ouais. Je vois bien aussi un règne assez long de Becky Lynch. Alors, moi, je sais pas si vous avez lu ça, mais moi j'avais lu quelques dirt sheets et tout ça. À la base, apparemment, elle aurait été prévue que pour revenir qu'en octobre. Et puis, apparemment, Becky, tout simplement, elle est largement dans les petits papiers du grand patron, quoi. Et que, tu l'as dit, finalement, Ringside, tout simplement, Vince, il dit que Becky, c'est la plus grosse star qu'il est dans la division féminine, et qu'il n'était pas question de s'en passer comme ça, quoi. Et donc, voilà, on l'a fait revenir. Et alors, le plus dingue, c'est que la WWE veut la faire venir en heel. Parce qu'elle a eu un alignement heel, comment elle casse la gueule à Carmella, comment elle règle son compte sur un squash, et tout dans son attitude, etc. On sent qu'elle a envie d'être heel, mais il va se passer exactement le même problème. Non, ils pourront pas la faire tourner. Moi, je pense qu'ils lui font un booking similaire à celui de Steve Austin. C'est-à-dire que c'est une babyface, mais heel, quoi, qui met des stunners à tout le monde. Donc maintenant, elle a son nouveau finisher. Là, je pense qu'elle va le coller à tout le monde. Et puis voilà, elle sera badass jusqu'au bout. Ouais, mais Becky Lynch, pour la faire heel, à la limite, tu vois, ils auraient pu. Parce que là, du coup, elle fait juste un squash, elle fait genre donc le pseudo rock bottom sur Bianca, 1, 2, 3. Et à la limite, au bout du compte, on se rappelle de Reigns l'année dernière. Reigns, il a tabassé de la gueule, tu vois, il les a défoncés. À la limite, c'est ce qui manque toujours un peu chez les femmes. Ce qu'ils font chez les mecs, mais ce qu'ils font pas forcément chez les femmes, c'est du tabassage. Mais genre, tu sais, genre, ils te défoncent la tronche, à la limite, il y aurait peut-être eu moyen de partir là-dessus. Parce que là, après le match de SummerSlam, on me dit, ouais, Becky va devenir heel. Ouais, il va falloir m'en montrer un petit peu plus pour que je plonge dedans. Là, pour le coup, là, pour moi, Becky, elle reste face, même malgré ce qu'elle a fait. C'est exactement l'alignement du public par rapport à elle, quoi. Merde, je suis comme le public de la WWE. Et voilà. Ça va être difficile de faire tourner le public sur Becky Lynch, sachant que ils avaient déjà commencé à l'apprécier et à la porter au firmament, là, alors qu'elle était censée être la méchante de l'histoire. Donc, puis c'est ma petite favorite, c'est ma petite préférée. Donc, oui, c'est la préférée de tout le monde, quasiment. Donc. Elle sera toujours mieux que Sasha Banks. En plus, on ne sait pas ce qu'elle a, si ça se trouve, c'est grave. Alors, moi, je ne dors pas bien, là, depuis... Elle est partie prendre un billet d'avion pour te rejoindre, Ringside. C'est peut-être ça, en fait. Elle s'est rendue compte que ne pouvait pas se passer de moi. Bon, bref.
Et vous avez vu qu'il y avait Mario Lopez Slater dans Sauvé par le Gong qui faisait des interviews au backstage? Ah ouais, Save par the Bell, ouais, il a interrogé les RK Bro, je crois. Ouais. Et ben, C'est lui? Ouais, il paraît plus Oh jeune que... vache! T'avais pas reconnu. Ah, pas du tout, non. Il paraît plus jeune que quand il jouait les lycéens. C'est ça. Il a dû bien Il y en a sortir qui les vieillissent lycéens. mieux que d'autres. Ouais, puis il y avait une autre aussi qui faisait des interviews, là, je sais pas c'était qui. Mais tout ça n'a pas grand intérêt, hein. Les gens disaient qu'ils étaient contents ou tristes, suivant qu'ils avaient gagné ou perdu. Et puis, c'est pas leur boulot de faire des interviews. Voilà, ils ont ramené un petit peu de Star System. Ils ont ramené aussi des champions olympiques à un moment donné. Ouais, Gable Stevenson, entre autres, hein, qui est un gros subodore dans les milieux autorisés, qu'il va pas tarder à signer à la WWE, quoi. Donc là, quand même, un champion olympique de lutte qui débarque à la WWE, on connaît un petit peu le scénario. Ouais. Ça sent poids lourd en plus. Hein. Ouais. Et alors, il y a eu petite arrivée surprise du champion intercontinental. Oui, qui est venu faire coucou. Nakamura, qui est venu nous faire coucou, danser un petit peu sur la musique de Rick Boogs. Et puis c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Oh, ça ne servait à rien. Sur le coup, en plus, j'étais en train de m'occuper de ma petite. Et sur le coup, je fais pas trop gaffe à ce moment-là. Je vois Shinsuke Nakamura arriver. Je me dis, ah tiens, super, il va y avoir un combat. Et puis après, je vois une vidéo promo, je dis, ah, bah attends, j'ai pas compris, ma vidéo, elle a merdé, ça a sauté 20 minutes devant, ou je sais pas quoi. Du coup, je recule un peu, et je revois le truc, et je me dis, ah, ok, machin et tout. Je dis, ah, c'est super le combat. Puis je fais, ah non, en fait, non. Ok, bon. Ok, voilà. Sans aucun intérêt. C'est une ruse. Voilà. C'est ça. Engager Nakamura pour venir danser avec Rick Boogs et notre ami, comment il s'appelle là, Pat McAfee. Pat McAfee, voilà. Apparemment, c'est leur truc. Bon, bah, c'était ça ou le championnat 24/7. Une petite danse de Nakamura, ça mange pas de pain. Si on parlait catch un peu, qu'est-ce que ça vous dirait de voir Drew McIntyre affronter son ennemi juré Jinder Mahal, sa némésis, hein, on attendait que ça. Ils étaient frères à l'époque, hein, quasiment. Les Free MBs, vous vous souvenez? Donc Jinder Mahal arrive au ring avec ses deux molosses, Pipo et Molo, ou Chapi Chapeau, je sais plus. Mais il leur dit de rester en arrière. Et Veer et Shanky, voilà. Donc il vient seul au ring. Et c'est pas sa meilleure idée, hein, puisqu'il se fait défoncer en 4 minutes 33. Claymore kick dans la face. C'est terminé pour Jinder Mahal. Veer et Shanky, ils viennent pour aider Mahal, mais McIntyre sort sa grosse épée et il l'agite comme ça sous le nez de ses adversaires. Ah ouais, ça coupe. Hein. Ouais. Et puis ils ont peur, ils s'en vont. Voilà, les aventures de Drew McIntyre et sa grosse épée face à Jinder Mahal. Pas trop impressionné par ce déluge de violence, tonton? Ah ouais, bah là, voilà exactement ce que Raw peut nous proposer de pire, quoi. Et dans un SummerSlam, avec un match de moins de 5 minutes avec le bel homme qui est l'homme de l'année 2020, qui se retrouve à SummerSlam 2021 dans une rivalité avec Jinder Mahal. Donc j'espère qu'il va se terminer là-dessus, mais même si je commence à avoir de plus en plus de doutes avec Monday Night Raw. Voilà, dommage pour le bel homme d'avoir un spot comme ça sans intérêt. Puis même pour Jinder Mahal, au final, je pense pas que pour lui ça soit super satisfaisant. Donc vraiment un match complètement oubliable que je crois que j'ai déjà oublié. Effectivement, difficile d'avoir des souvenirs de ce match. Peut-être que ça t'a marqué toi un peu plus, Zigote? Pas du tout. C'est la continuité. Tonton disait il y a pas longtemps que ça commençait à traîner en longueur. Au début c'était intéressant, mais ça traînait en longueur. Et là, ouais, vite que ça se termine. Franchement, c'est comme les matchs de tout à l'heure, t'as l'impression de voir Raw, sauf que moi je regarde SummerSlam. À la limite, je pense en plus si tu lâchais la bride à Jinder Mahal contre Drew McIntyre sur un combat de, je dis pas d'une demi-heure, mais sur un petit combat de 10 minutes, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc un peu plus correct que ce qu'on a vu. Ça sert à rien. J'espère et je souhaite que donc du coup Drew McIntyre bascule sur autre chose dans les semaines qui suivent, sur un programme avec un autre catcheur un peu plus intéressant, sans forcément titiller un titre. Et l'épée, voilà. Alors après, il faut le côté écossais et tout ça, mais
l'épée qui fait 3 mètres de long, genre au bout du compte. Faites gaffe, je vais vous la planter. Genre au bout du compte, limite les catcheurs c'est des tueurs et ils vont te faire Highlander, ils vont te couper la tête ou je sais pas quoi. Enfin, moi les délires avec les épées, tout ça, c'est pas mon kick. Du coup, c'est next. Je me demande bien s'il kiffe de qui cette histoire d'épée là de McIntyre. Je suppose qu'il doit en vendre aussi quelques-unes. Ils doivent avoir quelques répliques à vendre sur le. Ouais, 600-700 $, ouais, sûrement, ouais. Ça doit rentrer du blé. Hein. Ça ressemble à ça, parce que sinon je vois pas du tout l'intérêt de cette histoire. C'était 0. Le match est beaucoup trop rapide. Mahal il sert à rien. Et puis on veut pas avoir un catcheur venir avec une grosse épée, hein, sinon on garde de l'escrime, hein, je sais pas. Voilà. Bah, on est toujours à Monday Night. Oui, d'usure. Non, c'est juste dommage que comment dire, ce que je disais, Mahal, il peut avoir, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais voilà, je disais, je pense que si on lui laissait un petit peu plus de liberté, il pourrait proposer un truc un petit peu plus correct que ce qu'on nous a proposé ce soir à SummerSlam. Ah ouais. Ouais, puis au moins, s'ils avaient collé une stipulation, s'ils avaient collé un espèce d'enjeu particulier ou quoi que ce soit, mais là, il n'y avait rien. Là, c'était pauvre, c'était c'était de la mid-card de Monday Night Raw qui se retrouvait en mid-card de SummerSlam. Et effectivement, c'est pas forcément ça qu'on attend de SummerSlam, quoi. Donc, c'est franchement, là, ouais, ils sont passés à côté sur cette rivalité. Hein. Et puis, alors, moi, je dis ça alors que ça me rend triste, quoi. Moi, je suis un archi-fan du Drew McIntyre. Et donc, le voir un peu perdu comme ça au milieu de la carte dans un match qu'on aura oublié dans les 30 secondes qui suivront, bah, c'est assez dommageable. Ouais, même plus que ça, c'était triste à mourir. Surtout que, ouais, comme tu le dis, Zigot, Mahal, il sait faire le boulot. Hein. Moi, Ouais. Non, c'est ça, sur un long match, il est capable, carrément. Ah ouais. Moi, moi, je prends toujours comme exemple le match quand on était à Paris-Bercy, là. Enfin, c'est plus Bercy maintenant, c'est le Corotel Arena. Super match contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Il avait été génial dans le match. Donc, c'est un super heel et voilà, il a un catch qui est quand même bien formaté WWE. Donc, pour ce qu'ils essayent de raconter généralement dans des matchs, ils peuvent tout à fait faire le job avec Jinder Mahal. Hein. Moi, je pense que McIntyre, il est temps pour lui d'aller voir ce qui se passe du côté du show bleu. Exactement. Il va un peu prendre sa revanche sur le gagnant du match qu'on aura en main event. Tiens, tant qu'on est à Raw, restons à Raw. On va faire aussi quelque chose d'interminable. La rivalité chez les femmes pour la ceinture de championne. On rappelle que la championne, c'est Nikki Ash, qu'on appelait Nikki Cross il n'y a pas si longtemps. Nikki, almost super-héros. Elle est presque une super-héros. Elle est déguisée en tout cas comme une super-héros. Elle a un masque, une cape. Et donc elle est la championne puisqu'elle a caché la manette du Money in the Bank sur Charlotte. Mais ce soir, c'est triple frite. Charlotte Flair d'un côté, donc la championne Nikki Ash qui défend, et Rhea Ripley qui est là aussi. Et ben du coup, on va avoir un match de 13 minutes. Ça va se foutre sur la gueule avec encore une fois Charlotte Flair aux affaires qui va un peu démonter tout le monde pendant un bon moment. Rhea Ripley va tenter de travailler le genou de Charlotte et la piéger dans son Cloverleaf là, Standing Cloverleaf, sa prise de soumission. Charlotte, elle va contrer, elle va affronter la prise en 8, comme on appelle ça, mais il y a Nikki qui va casser la prise. Ça va continuer, Nikki Cross va donner un swinging neckbreaker sur Charlotte. Elle va tenter le tomber, Rhea Ripley va s'interposer. Elle va tenter le Riptide sur Nikki qui va le renverser en DDT. Rhea Ripley va passer à l'extérieur du ring. Il ne reste plus que Nikki et Charlotte dans le ring. Nikki va tenter le crossbody volant sur Charlotte. Mais ça ne suffira pas. Charlotte va esquiver et placer son figure 8 pour faire abandonner Nikki. C'en est fini de son rêve. Charlotte est la nouvelle championne. Voilà, c'était le championnat du monde des femmes. Le triple frite de cette interminable rivalité. J'ai pas du tout été client de la rivalité. Le match est propre, hein, moi j'ai trouvé. Charlotte, toujours convaincante dans le ring.
Mais vraiment du mal à m'intéresser à tout ça. Tonton, t'as peut-être quelque chose à dire là-dessus de plus intéressant que moi. Ouais, pour le coup, moi je suis plutôt positif. J'ai trouvé le match de très bonne qualité. Charlotte vraiment en ring général quoi pendant les 13 minutes, hein, c'est la patronne, hein, c'est clair, hein, de toute façon il y a pas d'ambiguïté possible, hein. C'est la patronne dans le ring, c'est elle qui mène la danse, c'est elle qui donne le rythme, c'est elle qui décide des temps morts, des temps forts. Clairement, elle domine de la tête et des épaules, c'est la discipline cette femme, hein. C'est vraiment on a atteint un tel point de professionnalisme avec Charlotte dans le ring que c'est pour ça, je pense qu'elle est peut-être pas aimée justement aussi pour ces raisons-là. Peut-être que c'est trop, mais on ne peut que lui reconnaître aussi tout ce talent malgré tout quoi. Et pour moi vraiment dans le match, Rhea et Nikki sont des faire-valoir et elles le font bien. Au final, je trouve qu'elles le font bien. Nikki, elle est valeureuse. D'ailleurs, vous m'en direz tant, mais moi, j'ai bien cru que Nikki, elle était complètement KO à la sortie du moonsault, le slingshot moonsault qu'a fait Charlotte à l'extérieur du ring sur replay et cross, parce que Nikki, elle a sa tête qui tape contre la barricade à ce moment-là. Et elle est complètement en croix, mais sur le coup, je me suis dit, elle est vraiment KO, quoi. Là, c'est pas possible, quoi. Et on sent qu'elle est un peu à la ramasse après sur la fin du match. Et au fur et à mesure, moi j'avais donné Nikki dans SmackDown comme prono, quoi, mais sans être trop sûr. Et au bout de 7-8 minutes de match, j'ai compris que Charlotte, elle était trop forte, trop au-dessus, quoi. Et que à Monday Night Raw, je crois tout simplement que Monday Night Raw a besoin que ça soit Charlotte la championne. Clairement, il n'y a pas Bayley, il n'y a pas Sacha, Bianca était la championne de SmackDown, il y a Becky qui revient vers SmackDown. Donc là, je pense que pour Raw, la meilleure des choses, c'est d'avoir la 12 fois dorénavant championne du monde, Charlotte Flair. Ouais. Le tube de l'été. Le tube de l'été, voilà, Charlotte, ring général. Zigote, toi, tu as été convaincu? Alors comme toi, je n'ai pas été du tout convaincu par la FUD qui était interminable et voilà. C'était chiant. Alors sur le coup, je me suis dit, zut, on va se taper un peu la même soupe des semaines d'avant, mais non. Après la stipulation de la Triple Threat, comme cette magnifique review de SummerSlam montrant ensemble, qui au bout du compte est toujours assez bien, c'est rythmé, tout ça c'est très bien. Et ouais, Charlotte est carrément au-dessus. Complètement au-dessus. Nikki Cross, j'ai pas adhéré dès le départ et je n'adhère toujours pas. Je pense que maintenant que le titre est perdu, elle va retourner dans la low card féminine. Tu vas avoir des problèmes avec le patron, toi. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Mais le patron, il a qu'à être plus présent et après, on en reparle plutôt que d'empocher les jeans yellow. Et pour Rhea Ripley, après, voilà, c'est toujours la même chose, c'est que je suis un grand fan de Rhea Ripley, mais ce qu'elle était à NXT et pas forcément ce qu'on nous propose dans le main roster, mais ouais, Charlotte est au-dessus et comme a dit Tonton, Raw a besoin de Charlotte pour l'instant dans la même tout court dans la division féminine de la WWE, avec tout l'amour que je peux porter à Becky Lynch, Charlotte reste au-dessus, que ce soit au mic, que ce soit en termes de catch, elle est très 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 loin au-dessus et puis c'est pas grave, elle fait un règne à la John Cena où c'est du multi-titré, mais au bout du compte, si elle est multi-titrée, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est que de l'autre côté, il y a personne qui se bouscule le portillon pour être meilleur qu'elle. Quand on regarde, il n'y a pas forcément, voilà, comme on disait, ouais, il y a des Bianca, il y a des Sacha, il y a Becky, mais elles sont de l'autre côté, à Raw, qui est capable de surpasser Charlotte? Bonne question. À mon avis, Raw, elle va se prendre une hit terrible. Ça va être terrible la hit qu'elle va prendre. Et mais ça va être super bien justement. Parce que ça va être très bien. Et puis elle va être capable d'en jouer avec tout ça, ça va être magnifique. Et puis parce que là, elle est lancée sur un rythme. Là, si elle continue comme ça sa carrière à la WWE, c'est elle qui bientôt va avoir le record de titres. Voilà, elle va battre Papa, elle va battre tout le monde. Quoi. À ce rythme-là, elle en est à 12 titres. Elle a encore pas mal d'années devant elle. C'est un pilier de la WWE, donc on est loin d'en avoir fini avec la Charlotte Flair, avec la Queen. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de la préserver au maximum parce que
Si elle s'en va, elle va tout de suite aller à la All Elite Wrestling. Donc, Ah ouais. vu que son petit copain y est, à moins qu'il finisse par se fâcher, on ne sait pas. Mais ouais, je pense qu'elle va avoir traitement de faveur pendant un bon moment. En même temps, c'est mérité, puisqu'on peut avoir la rivalité la plus pourrie possible. Elle fait quand même un bon match derrière en pay-per-view. Ouais, elles ont délivré la marchandise, donc c'était finalement l'essentiel. Quand même super rare qu'elle fasse des mauvais matchs, hein, Charlotte. Ouais, c'est surtout très en rare. pay-per-view. Une valeur sûre, quoi, finalement. Donc, voilà, hein, le job est fait. Ils lui ont donné du temps, hein, 13 minutes, c'est pas mal. Peut-être un peu juste pour un triple threat, mais voilà, ça valait sa place dans le SummerSlam. Oui. Passons aux choses sérieuses. Combat de légende, Dream Match. Le revenant, Edge, affronte Seth Rollins, la hyène perfide. 21 minutes 15 de match, les gars. Edge, il débarque au ring avec la musique de The Brood. Puisque Seth Rollins a fait ressortir le côté noir de Edge, hein, à force de le harceler comme ça. Donc il est revenu à ses racines, il est revenu à The Brood, ce clan qu'il avait au début de sa carrière. Clan gothique, trash, émo, avec du sang, qui boit le sang des vierges. Donc il débarque en ring comme ça, la musique de The Brood se coupe au bout d'un moment, les lumières s'éteignent, et il fait sa pause, Edge, et c'est la musique classique qui repart, hein, You Think You Know Me. Et c'est le Edge classique qui arrive au ring, mais quand même en mode badass, en mode méchant. Rollins lui est déjà dans le ring, hein, il arrive en premier. Et ben, comme je vous ai dit, 21 minutes de match, avec Edge qui prend le contrôle un petit peu au début, avant d'aller partir évidemment dans le poteau à l'extérieur du ring, histoire que Rollins prenne l'avantage. Et puis ça va être comme ça, des grosses périodes de domination, contrées par des grosses portes de Edge, avec des big boots, des clotheslines, l'execution DDT qui va être placé pour un compte de 2. Toutes les prises de Edge vont y passer. Rollins se relève toujours. Rollins claque aussi des grosses prises, hein, comme son enchaînement superplex Falcon Arrow. Mais ça suffit pas. Il va essayer le curb stomp. Ça va être évité et renversé. Il y a une tentative de spear qui va être contrée en pedigree. Des gros spots comme ça, des neckbreakers, des tonnes de choses. Mais finalement, Edge va passer aux choses sérieuses. Il va utiliser aussi le finisher de sa femme, Edge, le Glam Slam. Il va essayer aussi le kill switch à un moment donné, mais ça va pas passer. Kill switch, hein, le finish de Christian. Et donc, au final, Edge va contrer les tentatives de soumission de Rollins et piéger Rollins dans le crossface. Il va lui écraser plusieurs fois la tête au sol, et finalement Rollins va devoir taper, exténuer, martyriser. Et donc victoire de Edge. Mon bon Zigote, est-ce que tu as apprécié ce Dream Match ? Alors de base, je suis pas forcément fan des matchs psychologiques, tout ça, parce que là, du coup, après, on voit que Rollins il a été énormément focus sur le coup nuque d'Edge, mais non, ouais, plutôt satisfait. Bon, j'en attendais pas moins. La FUD, en plus, c'était plus que correct. Ça a amené à un match de qualité, parce que bon, Edge, malgré sa gueule de bûcheron. Et Seth Rollins et ses costumes bariolés qu'on peut apercevoir toutes les semaines. Voilà, le match être de qualité, pardon. Ils ont déroulé la marchandise et très très bien. Non, voilà, ouais, très 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 bien. Je suis un peu déçu parce que j'aurais peut-être vu Rollins gagner, mais après je suis pas forcément sûr que ça aurait été entre guillemets positif pour Edge, parce que ça veut dire qu'il aurait enchaîné les défaites, mais est-ce que l'histoire va s'arrêter entre les deux ou est-ce qu'ils vont encore continuer? Mais non, ouais, match correct. J'ai trouvé le public vachement endormi tout au début, mais alors vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je me dis, là, ils ont un peu de mal. Alors après, est-ce que c'était la sortie du
du Women's Championship d'avant qui les a endormis, je n'en sais rien, mais ouais. Après, tout doucement, le match il a avancé, ils ont réussi à récupérer un peu la foule, mais le public était vachement endormi. Mais sinon, très bon combat, belle partition des deux catcheurs. Et même si j'aime pas Edge, voilà, félicitations au grand-père, mais je voudrais qu'il aille en maison de retraite voir du côté de chez tonton. D'ailleurs, tonton, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce dribble? Ah bah alors moi j'ai adoré quoi. Pour moi le show stealer de la soirée quoi. Un grand match de catch, un très grand match de catch quoi. 21 minutes de fou du début à la fin. Tu l'as dit, tu l'as bien dit ringside sur les intros et tout ça. Voilà, les entrées des deux catcheurs sont super. Derrière ça part au quart de tour. Edge est possédé. Moi j'avais donné aussi pendant la review SmackDown la victoire de Seth Rollins. Voilà, j'avais tenté le coup. Mais je pensais qu'une victoire de toute façon pour l'un comme pour l'autre, de toute manière, ça sera du bénéfice. Je constate encore que Seth Rollins, ça lui arrive assez régulièrement finalement de jobber et de perdre des grands matchs comme ça, hein, mais c'est parce que finalement c'est lui qui met over les autres, quoi. Et quelque part là, c'est Seth Rollins qui met over Edge. J'ai adoré le match, quoi. Il n'y a pas eu de temps mort. J'ai trouvé tout hyper bien, une super alchimie entre les deux. Et puis cette fin, vraiment cette fin, comment ça se termine avec cette histoire de crossface là que Seth Rollins il s'en sort et puis putain en fait Edge ça le fout mais tellement en rage de voir que l'autre il abandonne pas, mais comment il lui atomise la tête, le crâne sur le tapis du ring là, 5-6 fois de suite là, mais comme un dingue avec les yeux qui lui sortent des orbites et la tête de Rollins quoi pour reprendre en crossface derrière. Ah non, vraiment énorme. Non, vraiment j'ai été épaté. Moi j'aime beaucoup la rivalité de Rollins et de Edge à SmackDown depuis qu'elle est en place là. Et vraiment là ce match m'a conquis quoi. Vraiment moi du début à la fin j'ai été dedans. Et ouais, un grand match, un des plus grands matchs que j'ai vu à la WWE cette année quoi. Carrément. Bam. Ah ouais, carrément ouais. Ah bah chapeau Edge, chapeau Rollins. Ouais, écoute, moi du moins écouté, hein, parce qu'on est trois. J'ai pas le même ressenti. Moi, alors effectivement, belle exécution, la psychologie, tout ça super. Le finish est chouette, mais j'ai trouvé que c'était lent, moi, pendant tout le match. Moi, j'ai senti vraiment Edge qui ralentissait l'action, histoire d'avoir des rest all. Ouais, peut-être, mais parce qu'ils se parlaient et tout. Il y avait. Moi, je vais pas dire que c'était mauvais, mais j'ai trouvé ça vraiment trop lent. Alors, je suis pas non plus fan des spotfest qui vont à 200 à l'heure et des trucs comme ça. J'apprécie généralement les matchs où c'est posé. Mais pour le coup, là, j'ai trouvé vraiment que le rythme était trop lent. Du coup, j'ai vraiment pas vraiment apprécié ce truc. Ouais, non. Mais je peux comprendre qu'on défende le match. Mais je suis que. Alors, peut-être c'était aussi que je fatiguais aussi à ce moment-là du show, parce que ça faisait quand même un moment que c'était démarré. Mais T'es perturbé au bout du compte, c'est le premier match qui fait au-dessus de 15 minutes. Depuis tout à l'heure, t'as des matchs qui font 5 minutes, 10 minutes, et du coup tu dis, wow, là d'un coup c'est long. Mais en fait, c'est pas long, c'est censé être genre, entre guillemets, la durée normale pour un gros match en pay-per-view. Ouais, pour un gros match, 21 minutes, c'est. Ouais, non, ils ont fait des gros spots et tout, mais. Voilà, je sais pas. J'ai pas été pris dans le rythme du match en tout cas. Du coup, je suis aussi resté sur ma faim sur ce match-là. Mais bon, j'irai pas juste à dire que c'était une purge, etc., etc. On n'en est pas là, mais pour moi, c'était trop lent. 51 326 personnes, précisément. Parce que c'est après le match qu'ils annoncent l'attendance. Ouais, d'accord. Et maintenant, on va passer à mon moment préféré de la soirée. John Morrison et le Miz. Oh, j'espérais que tu allais même pas en parler. Ils démarrent voilà, ils arrivent au ring, ils vont nous présenter leur nouveau drip de pistolet à eau de l'an 2000 là. Alors le Miz demande à Morrison de le sortir. Morrison dit je croyais que c'était toi qui l'avais. Mais alors qui c'est qui l'a? Eh ben c'est Xavier Woods du New Day, hein, qui est venu tout seul quand même. Il est déguisé en cosplay de Scott Hall, hein, de version Wolfpack de la NWO. Moi, j'ai juste fait gaffe parce qu'il avait le cure-dent dans la bouche. Sinon, je n'avais pas fait gaffe. Hein. Ouais, sinon on l'aurait pas reconnu. Hein. Je me demandais qu'est-ce qu'il essayait de faire.
Bon, bref, il raconte de la merde et puis il les asperge d'eau. Tout le monde est content. Ou pas. Ou pas. Bienvenue à Monday Nitro. Ouais, bon, ils aiment bien faire ça dans les gros shows, hein, genre WrestleMania ou SummerSlam. Mais là, il n'y avait pas de Star Power, quoi. Donc ça, c'était un peu zéro, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être ça te fait rire, toi, tonton? Non, je pense pas. Hein. Non, c'était une vraie bouse. Je C'est sais de même pas la ce que merde, ça hein, on est d'accord. Franchement, qu'est-ce que ça venait foutre là? Enfin bon, voilà quoi. J'ai même pas eu senti qu'il y avait tant d'interaction que ça avec le public, quoi. Xavier Non. Woods, on va dire qu'il a eu une pop polie, Ouais. plus liée à son cosplay qu'autre chose, mais vraiment le segment était catastrophique. Non, rien à dire de plus là-dessus, quoi. Ouais. Voilà, c'est bien avec. Là, c'est bien. Ça, c'est le genre de truc. Il faut faire ça en pré-show pour chauffer le public et pas avec un truc à haut, tu sais, avec les fusils qui balancent des t-shirts ou je sais pas quoi, Ouais. tu sais, dans le public. Comme ça, le public il est content. Mais sinon, je vois pas ce que ça va foutre là. Après, c'était sûrement pour calmer l'ambiance pour le futur match qui suit que tout le monde attend. Et Zigote, tu veux mettre tout le monde en pré-show, mais le problème, c'est que le pré-show, ça dure qu'une heure. Juste un jour. Bah oui, mais le problème, c'est qu'ils sont qu'à proposer la qualité à un moment donné. T'as que de la merde, t'as envie de tout mettre en pré-show, comme ça t'es pas obligé de le voir. Ouais, non, comme tu dis, avec des t-shirts, ça aurait été sympa. Ou du moins si Kofi Kingston était venu, parce que je pense que les gens attendaient Kofi, peut-être. Qu'est-ce qu'il vient tout seul, Xavier Woods? On s'en fout de Xavier Woods tout seul. Et ouais, bah, c'était. Ouais, voilà, soit t'as le Rock qui vient avec un lance-flamme, mais tu fais pas venir Xavier Woods avec un pistolet à eau. Bon, passons aux choses sérieuses. Championship de la WWE, le grand champion Bobby Lashley, le Almighty, le tout-puissant, affronte la légende, le Hall of Famer, l'homme de la streak interminable à la WCW, le Papy Goldberg. Un match qui commence par... je sais plus, quelqu'un fait... Ah oui, bah c'est Lashley qui saute sur Goldberg, il lui fait un coup de bélier. Mais Goldberg ne bouge pas, il est encore costaud sur ses jambes, le vieux. Il va même faire le coup de bélier à la volée de... Oui, pas longtemps, ouais. Coup de bélier à la volée sur Lashley façon John Cena. Donc là, qu'on dit c'est parti, Ouais. tiens, il va catcher, le gros. Lashley, il va repartir à l'attaque, il va tenter le jackhammer, mais il va pas réussir à le placer. Après, Lashley va réussir à placer son flatliner. Lashley va essayer d'aller sur la troisième corde pour tenter un saut. On n'a pas très bien, toujours pas compris pourquoi. Goldberg va l'attraper et le jeter au sol. Goldberg va se préparer pour un spear. La foule est dégoûtée. Hein. Ils sont en train de duer Goldberg. Personne ne veut le voir gagner. MVP va enlever Lashley du ring là, avant que Goldberg ait pu tenter le spear. La foule était à fond du coup derrière MVP. Ouais. Goldberg va placer quand même le spear sur Lashley, mais à l'extérieur du ring. Donc, on continue comme ça. Lashley il va distraire un petit peu l'arbitre, et puis MVP va réussir à placer un grand coup dans le genou de Goldberg avec sa canne. Et du coup, à partir de là, Goldberg il aura mal au genou. Il va boiter. Lashley va s'acharner sur le genou. Ça va y aller en veux-tu, en voilà. À partir de là, c'est un trou noir un petit peu pour moi. Il va tenter le Hurtlock, je crois, à un moment donné, mais Lashley va quand même s'en sortir. Mais bon, au bout d'un moment, Lashley il a mal à la jambe. Non, Goldberg a mal à la jambe, pardon, il a mal au genou. Il restera à terre et l'arbitre arrête les frais. C'est ainsi que se termine piteusement ce match. Arrêt de l'arbitre, victoire de Lashley. Lashley va prendre une chaise pour s'acharner sur la jambe de Goldberg. Tu nous as volé notre match, tu vas voir ce qui va se passer. Je vais définitivement détruire ta carrière. Là-dessus, le petit Gage, le fils de Goldberg, arrive du diable Vauvert. Il saute sur Lashley. Lashley le chope, le met dans le Hurtlock jusqu'à l'évanouissement. Là-dessus, MVP remonte dans le ring, il prend le micro, il dit bon, écoutez, hein, c'est clair, il n'y a aucune chance, aucune possibilité pour que Lashley ait pu se rendre compte qu'il était en train de frapper le fils de Goldberg. Hein, il a répondu à une attaque, tout simplement. Merci, bonsoir. Il reprend la ceinture, ils s'en vont.
Goldberg se rend compte alors que son fils vient de se faire péter la gueule. Il va protéger son fils. Et il dit à Lashley qui s'en va, je vais te tuer. Je vais te tuer. C'était bien déstabilisant quand même. Zigote, ce match tant attendu? Alors, pour moi, ce match aurait dû être en pré-show. Non, comment dire? C'était à chier, concrètement. Le seul truc qui une chose qui me rassure, c'est que Bobby Nator reste champion et j'en avais peur ces dernières semaines. Ce qui ne me rassure pas au vu de la fin du match, c'est que je pense qu'il va y avoir un match en retour. Parce que vu comment ça s'est terminé, Goldberg qui dit je vais te buter, ça m'ennuie que la feud continue. Après, ce qui est pas trop mal dans l'exécution du match, c'est que Lashley paraît costaud. J'ai l'impression que c'est un peu celui qui tient la dragée haute contre Goldberg sur toutes ces confrontations depuis que Goldberg était revenu. Ça n'a pas été genre il fait 2-3 spires et au bout du compte 2 minutes le match était terminé. Il l'a quand même un peu défoncé, il l'a éclaté sur les poteaux à l'extérieur du ring et tout. Je me dis c'est bien ça. Au niveau de Lashley, ça lui permet de garder un peu de sa prestance de tueur. Après, bon, le match feud oubliable et match oubliable, parce que en plus, le pire, sur les comment dire, sur les replays, au bout du compte, quand il y a à un moment donné, il y a MVP qui donne un coup de canne sur la jambe de Goldberg, et au bout du compte, au moment où il donne le coup de canne sur la jambe de Goldberg met 2 secondes après à le vendre. Au bout du compte, oh mince, une mouche m'a piqué. Mais je lui dis, ok, bon, je pense que grand-père, t'es pareil, t'es comme Edge, on va te foutre à la maison de retraite avec tonton et manger du flambi et des trucs dans le genre. Ouais, cargaison de flambi pour Goldberg. Toi, tonton, tu m'as dit que tu avais été soufflé par ce match. Époustouflé. Écoute, oh là là, mais c'est terrible, c'est terrible pour Monday Night Raw, quoi. Je pense que là, le comparatif, ça a duré que 7 minutes, la petite affaire. Et voilà, entre le WWE Championship d'un côté et le Universal Champion, waouh, le différentiel est quand même très impressionnant, quoi. Et là, c'était catastrophique pour que ton champion top heel se retrouve avec un espèce de quinquagénaire complètement à la ramasse. Et encore, on va dire que sur les 2 premières minutes, je me suis dit Goldberg, il a l'air d'avoir un peu plus bossé que les dernières sorties, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Et puis non, il est retombé dans ses travers une fois le cardio a commencé à baisser au bout de 2-3 minutes, ça y est, c'était fini. Donc je me suis très vite douté de toute façon que le match allait pas loin, mais alors que non seulement ce match ne dure pas, mais qu'en plus il termine de cette manière aussi catastrophique, aussi anticlimatique que ça, quoi. Zigote l'a bien dit, le coup de canne, mais Goldberg il est à la ramasse là-dessus. Le coup de canne il est à moitié foiré. Enfin, d'ailleurs ils auraient jamais dû remonter le ralenti d'ailleurs. Ouais, ça il avait pas fini, je crois, et c'était grosse erreur. Ouais, grosse erreur de la réalisation, de remontrer ce ralenti là. Ça commence ça tue kayfabe ça. Oh là 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 là, et c'est tellement pourri, quoi. Abandon médical de Goldberg, quoi. Et j'ai même envie de dire que le Hurt Lock sur le Gage à la fin, il sert pas à grand chose. Il peut très bien s'en passer, Lashley, quoi. Il est tellement au-dessus de Goldberg. De toute façon, là, il y a pas photo pour moi, quoi. Mais et le pire, c'est qu'en plus, on termine donc tout ça avec une super mauvaise nouvelle, puisque clairement, avec ce que dit à la fin le Goldberg, ça annonce que la feud n'est pas terminée. C'est pas terminé. Je pense qu'on va en parler dès lundi soir à Monday Night Raw, quoi. Mais là, vraiment, je trouve que c'est totalement symptomatique là ce qui s'est passé. Le main event de Monday Night Raw face au main event de SmackDown dans ce SummerSlam. Et on vient de vivre le main event de Monday Night Raw et on a mal à notre catch quand même quand on voit un truc pareil, quoi. Et je suis très déçu pour Bobby Lashley, qui mérite pas ça pour moi, qui fait un super run. Je remets pas en cause Bobby Lashley du tout dans cette histoire. Pour moi, il est à sa place, il fait exactement ce qu'il faut. Sauf que là, on lui donne pas l'adversaire qu'il faut, quoi. Et c'est bien là tout le problème, quoi. C'est clair. Broken Skull session avec Bobby Lashley disponible sur le network. Ça, il doit avoir des actions chez Stone Cold Steve Austin. Ouais. C'est dernier temps. Elles sont toujours super, les émissions. C'est pour ça que je vous conseille.
Voir un peu la vision de Bobby Lashley de sa carrière, c'est super intéressant. Et effectivement, il mérite pas ça. Alors des fois, on a des bonnes idées qui sont mal exécutées. Des fois, on a des mauvaises idées qui sont bien exécutées. Puis du coup, ça devient super. Là, on a une mauvaise idée qui est mal exécutée. Donc, La totale. La c'est complète. la totale. Ouais, c'était interminable. On a bien compris, voilà, au bout de 2 minutes, qu'on n'aura pas de match du tout. Et puis qu'on va devoir se farcir un Goldberg qui traîne la patte jusqu'à la fin pour un. Comment c'est arrêt pauvre. Voilà, Comment c'était- le contenu était pauvre. Enfin, je veux dire, on a essayé de nous vendre un petit peu au début l'histoire de lequel allait passer le Jackhammer. Mais quand Goldberg, Ouais, puis rien du tout. il enserre Lashley, on sent qu'il n'y a rien, qu'il a plus rien dans les bras. Son spear, mais son spear, ça ne ressemble plus à rien, quoi. C'est terrible, ça me fait penser un peu à Batista aussi, ça, hein, sur la fin, hein, où pareil, hein, le spear, hein, c'est souvent un révélateur, un marqueur fort, le spear. Et tu vois bien la différence entre ceux qui sont bien en forme et qui sont capables de. Quand tu vois Edge, comment Edge il balance son spear encore, bah il y a nos problèmes, quoi. Mais là, Goldberg, non, les amis, non, c'est pas possible. Oh là là. Surtout face à Lashley, qui est quand même un pro du spear. Hein. Mais oui, carrément. Ouais, non, c'est. Alors ouais, je sais pas, aux dernières nouvelles, j'ai vu qu'il avait encore 2 matchs, Goldberg. Donc là, il y avait une chaise impliquée dans l'histoire. Donc est-ce qu'on va pas avoir un chair match pour Extreme Rules, là, parce que je crois qu'il y a Extreme Rules qui s'en vient. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis derrière, il y a Crown Jewel aussi. Ouais. Crown Jewel qui dit Crown Jewel dit gros chèque. Et qui dit gros chèque dit Goldberg. Eh oui. Qui dit Goldberg dit décès sur le ring. Oui. Qui dit Goldberg pendant encore 2 mois, quoi. Ouais, et ouais, les enfants, avec le fils en plus à placer. Donc, on est parti pour bien s'amuser à Monday Night Raw. Bah pas forcément, parce que moi j'étais déjà pas rassuré la semaine dernière en me disant que Goldberg serait peut-être capable de gagner, mais là du coup on voit venir un match revanche. Ouais. Voilà, je commence à avoir un peu les chocottes pour Bobby. Alors, je vous parle aussi des rumeurs. On parle d'un Cena Goldberg aussi. Hein. Waouh. Et quel meilleur endroit que Crown Jewel pour ce genre d'affiche. Ouais, tout à fait. Ouais, ça à la rigueur. Ouais, autant qu'il fasse ça en Arabie Saoudite, hein, qu'on en parle. Ouais, mais qu'il le fasse pas avec la ceinture en jeu. Hein, pas non. Il gagne la ceinture à Extreme Rules et puis après il va affronter Cena, je sais pas quoi. Non. Non, merci. Déjà, je pensais que Lashley il allait l'exploser et puis qu'on allait en finir là. Hein. Mais mais moi aussi, hein, je m'attendais à un scénario pareil. Parce que même s'il a fait bonne figure Lashley, finalement il prouve rien puisque c'est MVP qui triche et qui casse le genou de. Bah oui. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que c'est un clan de heal qui utilise des manettes, des ressorts de heal et qui au final, dans un contexte de pay-per-view comme SummerSlam, se retrouve à se faire acclamer par le public au bout de 3 minutes de combat, parce que le public, ça fait 3-4 semaines qu'il marchait bien dans la combine avec Goldberg. Il avait des belles pop quand il arrivait à Raw. Hein. Mais là, le public s'est retourné en fait au bout de 2-3 minutes de match. Et à se dire, ah ouais, non, mais en fait, on lui a donné encore une chance, mais là, ça y est, c'est bon, on a compris, quoi. Et du coup, tout a été inversé, c'était un gros problème. Le public voulait voir Lashley exploser Goldberg. Des fois, t'as des mecs, t'as envie de les voir exploser d'autres gars, comme McIntyre. McIntyre, t'as plus envie de le voir prendre une hit par n'importe qui. McIntyre, il faut qu'il défonce les gars. Pareil avec Lashley, on dit depuis le début, quand t'as un mec comme Lashley, c'est le monstre, quoi. Donc là, Goldberg, il doit servir de marchepied à ce moment donné. Mais je sais pas, on va partir vers un match des chaises. Pas bien là. Un match de l'échelle Goldberg-Lashley pour la ceinture. Tout le travail va être voir lequel va réussir à grimper l'échelle. Bon, le pire est devant nous, hein, finalement. Mais bon, on avait un autre Dream Match ce soir. Oui. L'Universal Championship. Big Match John Cena. Hein, affronte Roman Reigns, la tête de la table. Comme on dit quand on traduit un peu mal. Donc, on se souvient que John Cena est revenu pour défier Roman Reigns. Parce qu'il dit Roman Reigns, l'ère de Roman Reigns à SmackDown, c'est quand même bien de la merde. Je suis là pour vous sauver, les enfants. Et il avait expliqué que tout ce qu'il lui fallait, c'était 1, 2, 3. Hein. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est faire le tomber. Il va encaisser tout ce que va lui donner Roman Reigns. Et donc, on a un match qui va durer un bon moment, 22 minutes 50, si je dis pas de bêtises.
59, mais quasiment 23 minutes, tenez-vous bien. Avec un John Cena qui va tenter les roll-up à gogo et qui va encaisser effectivement tout ce que lui envoie Roman Reigns. Tout ce qu'il y a de spear, de Superman Punch, de qu'est-ce qu'il a d'autre dans son arsenal, le drive-by, des trucs comme ça. Ça va taper fort. John Cena va tenter le You Can See Me, mais Reigns va le bloquer dans sa guillotine. Intelligemment, Cena va basculer vers l'avant pour que Reigns se retrouve les épaules au sol. Mais ça ne se fera que 2. Plus tard, le match continue. Cena va quand même réussir à placer Roman Reigns dans un avalanche attitude adjustment depuis le haut de la 3e corde. Mais même ça suffira pas à terrasser Roman Reigns. Le fou est en furie. This is awesome, on nous chante. Cena va tenter un spear, on a bien l'impression, parce qu'il mime la pose de Roman Reigns avant de faire un spear, mais quand il tente le truc, Roman Reigns lui met un grand coup de pied dans la gueule. C'est parti pour des patates à toi, à moi dans la gueule. Mais Roman Reigns va prendre le dessus et placer plusieurs Superman Punch dans la face de John Cena. Il va crier un grand coup, je suis la WWE, et il va partir pour son spear, gros spear dans la gueule de Cena, qui ne se relèvera pas. Roman Reigns triomphe, 1, 2, 3, mais c'est pour la victoire du grand maître chien. Le champion universel conserve. Roman Reigns est imbattable, mais juste derrière, une musique retentit. La musique de Brock Lesnar, les enfants. Brock Lesnar est de retour. Nouveau look. Marcel, cheveux longs, petite barbe. Il vient faire face à Reigns, qui préfère s'éclipser. Paul Heyman a peur quand même, parce que on se souvient que Brock Lesnar, c'était le protégé de Paul Heyman. Du moins, Paul Heyman était l'avocat de Brock Lesnar. Donc, gros match de bourrin entre Roman Reigns et John Cena. Big roll-up John Cena. Et le retour de Brock Lesnar. L'artillerie lourde sortie par la WWE. Zigote, est-ce que tu as kiffé ce gros main event ? Alors, j'ai plutôt apprécié le combat, complètement. Sauf que dès le départ, je savais que je connaissais le résultat du match. Pour ceux qui ont suivi SmackDown, quand Reigns se dit si tu gagnes, Cena, je quitte la WWE. Ça me fout mon truc en l'air parce que je sais très bien que je vois pas, à moins d'un retournement de situation de contrat ou je ne sais quoi, et ou autre, tu vois, mais je voyais pas Reigns perdre. Pour moi, Cena était juste là pour faire la pige à la WWE, mettre un peu de star power pour ce SummerSlam. Et donc très bien. Ce John Cena a encore quelques bons restes pour quelqu'un qui ça fait un moment qu'il n'a pas catché. Match correct. Voilà, c'est pas le meilleur main event de SummerSlam que j'ai vu, loin de là. Est-ce que ce SummerSlam de toute façon de base est le meilleur SummerSlam ? Non, je ne pense pas. Le retour de Brock Lesnar est appréciable. Après, on va se dire que c'est du déjà vu Lesnar Reigns. C'est vrai, mais là du coup les rôles sont inversés. C'est entre guillemets, de toute façon Reigns c'est heel, donc je suppose que Lesnar sera face, même si il a toujours été un petit peu twinner ou autre. Mais moi, ce qui peut m'intéresser, c'est un peu la suite de l'histoire, de savoir un peu comment Iman va se placer, parce que du coup, quand Iman était avec Lesnar, c'était Iman qui prenait toujours le micro. Donc, est-ce que Lesnar, je suis curieux de le voir dans des futurs promos tout seul, ou alors est-ce qu'à un moment donné, Iman ne va pas retourner vers son poulain et faire un turn comme il a déjà fait à l'époque avec là dans le sens inverse, qu'à une époque en de Survivor Series 2001, je ne sais. Non, Elimination Chamber, je dis des bêtises. On vous joue dans Elimination Chamber où Iman était, il y avait un match Lesnar contre The Big Show et que Iman a turné en se ralliant du côté du Big Show, et ce qui a permis la victoire du Big Show contre Brock Lesnar.
Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc dans ce genre-là. Mais le futur combat entre les deux peut m'intéresser. Et puis il fallait marquer le coup, comme on disait tout à l'heure en début d'émission. Je pense que c'est un peu une des réponses comme Becky Lynch à la AEW par rapport à l'arrivée de CM Punk. Ouais, l'artillerie lourde. Tonton. Ouais, la WWE a répondu à sa manière et donc après Becky, Brock Lesnar, c'est vrai que ça manque de star power à SmackDown quand même. Hein. Quelque part, moi j'ai envie de te dire que Brock Lesnar, c'est presque dommage qu'il soit pas allé à Raw. Ah oui, pour avoir un Lashley. Lesnar, moi j'aurais bien aimé qu'il aille à Raw, quoi. Donc, et puis justement, le star power, il y a tellement de star power à SmackDown que bon. On refilait un peu à Raw en ce moment, ça aurait pas forcément été du luxe parce que vraiment le vaisseau amiral est quand même dans la misère. Donc après, cela dit, cette arrivée énorme là de la bête là, c'est quand même toujours quelque chose. Il est toujours aussi impressionnant, en plus avec ce nouveau look. Alors j'ai pas été surpris par le look parce que je l'avais déjà vu dans quelques vidéos il y a quelques semaines de ça et tout ça, donc j'avais vu un peu à quoi il ressemblait ces derniers temps. Après, c'était pas évident forcément qu'il garde ce look là. Mais du coup, ouais, archi impressionnant. Et puis, il faut quand même noter, Brock Lesnar revient en babyface, quoi. Et d'ailleurs, il quitte le stage plein sourire, plein badin, en faisant des checks à tout le monde, high five à gogo. Enfin bref, un Lesnar comme on a peut-être rarement vu en tant que babyface. Et puis après, pour revenir sur le match en lui-même, écoute, moi j'ai plutôt beaucoup aimé le match. J'étais un petit peu, je me posais des questions sur l'état de Cena entre les cordes, de comment il allait être physiquement. Dès qu'il a retiré son t-shirt, je me suis dit bon, le salopard. Il continue à bosser à la salle comme un malade, quoi. Donc, ok, pas de surprise avec Johnny à ce niveau-là. Et derrière, ils ont grave livré la marchandise, hein, les deux. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon match. 23 minutes quand même, c'était hyper physique. Des petits passages qui ont dû te plaire un peu ringside, des petits passages un peu à la japonaise là où on s'échange des coups avec les cris de la foule et tout ça. La foule est montée en sauce au fur et à mesure des 23 minutes pour qu'effectivement après on soit dans un océan de This is Awesome. L'attitude adjustment en haut de la seconde corde, que du bonheur. En plus, on le répète jamais assez, mais Roman Reigns c'est quand même un sacré seller aussi, hein, au passage. Et puis, écoute, tout à l'heure on parlait de Spear. Hein, je pense que de toute façon, hein, s'il y a un grand maître du Spear sur cette planète catch à l'heure actuelle, c'est bien Roman Reigns. Hein. Et finalement, très très peu se sont relevés de ce Spear. Et au bout de ces 23 minutes, et victoire de Roman Reigns, chapeau, le mec a fêté ses 1 an au moment où on enregistre, là, c'est 1 an de règne, c'est 365 jours de règne, il se retrouve face à Brock Lesnar, écoutez les amis, moi je trouve que ça s'écrit tout seul, en fait, ce truc avec Brock Lesnar et Roman Reigns, ça va pas être un truc très très compliqué à mettre en place pour la WWE, avec bien évidemment, comme tu l'as dit Zigote, avec la présence de Heyman au milieu de tout ça, qui se retrouve pour à peu près 2 mois sous l'exomile là, et je pense que ça va donner quelque chose de bon. Je suis plutôt confiant là-dessus. Voilà, je répète juste pour finir, le seul truc c'est que Brock Lesnar, moi j'aurais aimé qu'il apparaisse à ce SummerSlam, mais que ça soit pour venir à Raw. Bon, il sera à SmackDown, et on va continuer à kiffer SmackDown. Ouais, c'est ça. Hein. On va te mettre tout notre amour sur SmackDown et on va souffrir à Monday Night Raw. Voilà. Puis un petit F5 n'aurait pas été de trop sur Roman Reigns. Mais il a été mis, hein, le F5, hein, mais il a été mis à John Cena en fait, en after show. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. en dark. En fait, John Cena était resté KO dans le coin du ring et notre ami Brock est allé le chercher et l'a gratifié de 2 F5, je crois, pour le public, pour finir en beauté. Et j'ai vu les images après. En fait, quand il quitte le stage, je te jure, c'est vraiment ça, c'est incroyable. Quoi. Il a la banane jusqu'aux oreilles, le Brock. Et vas-y que je te check et tout, quoi. La folie dans le stade, quoi. Avec son petit look un peu à la Dean Ambrose. Ouais, c'est ça. Avec son débardeur, son Marcel. Ouais, non, mais ça fait plaisir, effectivement, de voir un Brock Lesnar façon babyface, là, du coup. Hein. Moi, je suis bien client. Je fais pas partie des haters de Lesnar, moi. Hein. Je trouve toujours que c'est quand même un des mecs qui assure quoi qu'il arrive. Alors, ça va être difficile pour lui, parce qu'il est quand même un petit peu à chier au micro. Donc je sais pas trop comment il va faire. Il va faire dans la destruction. La destruction, il va faire. Hein. Mais voilà, le nouveau look fait son effet. C'est des trucs simples, hein. Des trucs. Il sait.
sur quoi appuyer Brock Lesnar pour jouer avec la foule. Là, il lève les bras, il y avait tout le stade qui était en feu. Hein, donc, imaginez une fois qu'on aura le match avec un Roman Reigns qui est pas le dernier non plus pour jouer avec la foule, hein, avec son personnage de bâtard. Là, ça va être une première dans l'histoire de leur rivalité qui commence à être longue à la WWE. C'est là, on va avoir Brock en babyface face à un Roman Reigns qui est top heel de la WWE depuis 1 an maintenant, quoi. Ouais, je pense qu'ils veulent leur revanche sur le public par rapport au WrestleMania où ils se sont fait huer comme des derniers des merdes là. Non, bah écoute, moi j'étais convaincu par le match. John Cena dans ses œuvres, hein, toujours très talentueux. On se sentait quand même un petit peu rouillé des fois dans le selling et des choses comme ça, mais là, pour la montée psychologique du match, il n'y en a pas deux hein, comme John Cena. Alors j'avais pas vu SmackDown moi, donc j'étais pas au courant qu'il y avait cette clause de si Reigns s'en va, s'il perd. Et du coup, je crois que j'ai loupé un perfect hein, au niveau des pronos. Puisque j'avais parié sur John Cena, moi, bêtement. Il ne faut jamais parier sans avoir vu le dernier SmackDown. Hein, par contre, on peut signaler que John Cena il commence un peu à perdre ses cheveux. Ah bah ça, c'était déjà le cas avant qu'il parte. Je pensais qu'il aurait fait des implants entre-temps, mais il a une belle tonsure. Il a une belle tonsure qui apparaît dorénavant. C'est ça. C'est pour ça qu'il a une coupe assez bizarre. Ouais, John Cena qui perd ses cheveux. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il tente l'avalanche attitude adjustment, il y a les genoux qui manquent de céder hein, sur la première tentative. Mais bon, il finit quand même à l'appliquer de très belle façon. Mais ça doit pas être si facile que ça. Et puis bon, c'est quand même. Ça reste Big Match John. Hein, voilà, le mec un match de 23 minutes à SummerSlam, au main event de SummerSlam, alors qu'il n'a pas catché depuis 1 an et demi. Voilà, ça positionne quand même le bonhomme dans le business, quoi. Ouais. On n'a pas eu de chance CM Punk, j'ai l'impression, pendant le match. Non, moi, ça m'a pas perturbé non plus. Hein, ouais, je pense que le public, de toute façon, était à fond. Hein. Il y avait This is awesome vers la fin et tout. Non. Sans faute pour les patrons de la WWE, hein, Roman Reigns, John Cena, même s'il vient que de temps en temps, ça reste lui le patron. Et Brock Lesnar, le retour. Ouais, non, ça va être super intéressant de voir un Brock Lesnar en babyface face à Roman Reigns. C'est toujours simple d'inverser les trucs. Simple mais efficace. C'est cool pour SmackDown. Mais effectivement, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu l'envoyer à Raw ? Bonne question. Est-ce qu'ils sont pas en train de suicider Raw ? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, on a fait le tour de cet interminable pay-per-view. Donc ça va être l'heure du mot de la fin. Il va falloir donner un top, un flop et une note. Zigote, je te propose de commencer. Le top, j'hésite entre deux. Je vais donner mon top. Bon, je pense que le top va être donné par Tonton à l'autre. Du coup, je vais donner mon top à Roman Reigns, John Cena et le retour de Goldberg, le retour de Lesnar, enfin, tout le main event. Le flop, je vais donner ça au squash de Becky Lynch sur Bianca Belair. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais ça, j'ai pas du tout apprécié. C'est un petit SummerSlam. C'est pas celui qui m'a fait lever de mon siège par rapport limite à ceux des années précédentes. Et je vais peut-être être assez méchant sur la note parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de combats qui m'ont donné envie. Et même en termes de quantité de matchs, il y a eu. Par contre, en termes de durée de match, c'est très court. On a l'impression de se retrouver sur des hebdomadaires, à part sur 1 ou 2 combats. Sinon, c'est tu regardes un Raw ou un SmackDown, c'est un peu la même chose. Alors qu'au bout du compte, quand tu regardes un pay-per-view, c'est pour voir quoi ? C'est pour voir du match, et à 15-20 minutes par match et autres. Donc je vais non, je suis pas trop satisfait. Il y a le main event qui me plaît, les nouveaux champions, tout ça, il y a des trucs, voilà, c'est très mitigé. Bon, du coup, allez, je vais couper la poire en deux, je mets un 2,5 sur 5. 2,5 sur 5. Est-ce que c'est largement payé, mon bon tonton ? Écoute, moi j'aurais plusieurs tops, plusieurs flops en fait sur ce pay-per-view. Ça a été un peu les montagnes russes finalement. Je répète, hein, c'est ma marotte de cette review, mais clairement on a vu la différence entre deux shows là, voilà, entre la brande rouge et la brande bleue.
Là, il y a vraiment un différentiel énorme, hein, et Raw est sauvé in extremis par le Sheamus Damian Priest, hein, qui reste pour moi le meilleur moment du show rouge dans ce SummerSlam. Clairement le meilleur match pour eux. Donc voilà, mon top sans surprise. Bon, je vais le donner à Seth Rollins versus Edge, parce que moi, pour le coup, j'ai été totalement emballé par ce match. Mais il y avait d'autres bonnes choses avec ce Priest Sheamus, le main event entre Cena, etc. Le flop, j'hésitais entre deux trucs, mais je vais quand même le donner à Goldberg, quoi. Je vais quand même le donner à le Goldberg est mou du genou, quoi. Et c'est terrible, quoi. Qu'est-ce que c'était laid, quelle tristesse pour le titre suprême de Monday Night Raw, quoi. Vraiment, moi, ça m'a ça m'a dépité, en fait, ce main event pour pour le show rouge, là. Vraiment, je comprends pas. Alors, j'aurais pu tirer sur l'ambulance et le donner à Alexa Bliss, Eva Marie et tout ça, mais bon, ça, comme on leur file des flops à l'appel depuis des semaines et des semaines, donc de toute façon, ça aurait pas changé grand chose. Mais vraiment, Goldberg, là, vraiment, pour moi, là, on est la limite un petit peu quand même dans du foutage de gueule, un peu, hein. Je vais le dire quand même. J'ai un peu le sentiment qu'on se fout de ma gueule un peu en tant que téléspectateur quand je regarde un truc comme ça. Donc j'espère que ça va pas se rééditer trop. Et puis moi je vais être un petit peu plus sympa que Zigote, je vais donner une note un peu meilleure parce qu'on a quand même deux énormes retours au cours de la soirée. Tous les matchs qui concernaient SmackDown ont été bons. Le match pour le titre US a été très bon. Donc ça le met un peu plus qu'à l'équilibre pour moi, et moi je vais lui mettre un 3 à ce SummerSlam. Allez, un 3 étoiles. 3 étoiles. Wow. Bah ouais. Généreux ce tonton. Ouais, je vais être généreux ce soir. Ouais. Bah écoute, quand même, Brock Lesnar, Becky, quand même, c'est quand même quelque chose, quoi, dans un show pareil. Il y a eu au moins 4 matchs de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Mais au final, je suis sûr que si je reprends des SummerSlam en arrière du 19, etc., je suis sûr que j'ai mis des beaucoup plus belles notes à SummerSlam que la note de cette année, quoi. Ouais. Bah écoute, moi je suis chafouin, hein, parce que... Ah ouais, j'ai senti, hein, de toute façon, depuis je te sens quand même, dans... Pour moi, j'ai pas vraiment passé un bon moment. Il y a vraiment le main event qui sauve la mise, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on a un show où il y a que le main event à sauver. Ça fait partie de cette race un petit peu, ce SummerSlam pour moi. Alors je dis pas le Damian Priest Sheamus, c'était pas mal. Mais ça commence déjà par le match avec les RK Bro, qui est déjà une grosse déception. Ça, c'est vrai. Voilà, les Usos, Rey Mysterio, bon, et du coup, c'est anecdotique pour moi. Après, ça enchaîne un peu les purges. Charlotte Flair, c'était foutu d'avance parce que ça m'intéressait pas, la rivalité. Mais bon, il faut bien donner un flop à quelque chose. Je vais le donner au Lashley Goldberg, hein, qui est... alors, je dirais pas du foutage de gueule, mais je dis c'est loupé, quoi. S'ils n'ont pas eu la bonne idée de booking. Et c'est mal réalisé. Donc du coup, c'est pas bon du tout. Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais quand même à avoir une belle démonstration de force de Lashley, histoire de passer au stade supérieur avec une grosse victoire sur Goldberg. Goldberg, il a déjà perdu en plus contre Braun Strowman, qui est plus là. Il a perdu aussi contre McIntyre, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça coûtait rien de faire gagner Bobby Lashley face à Goldberg, hein. Mais en lui mettant une belle fessée. C'est pas le cas, je suis très déçu. Le top, je vais le donner au main event. Comme je disais, ça a sauvé le show. Voilà, belle exécution, un gros retour surprise, des gros spots, big match John, voilà. Ça, c'est ce que j'aime à la WWE. Et la note, je vais mettre un 2, hein, pas plus, parce que vraiment, il y a que le main event qui trouverait, grâce à mes yeux, voilà, hormis le championnat US, on va dire, les Usos, Rey Mysterio, comme je disais. Pour moi, ça reste anecdotique. Tout le reste, malheureusement, c'est souvent la rivalité qui tue le truc à l'avance. Et j'ai pas été convaincu non plus par Edge contre Rollins. Et comme ça durait quasiment une demi-heure. Voilà, j'ai pas passé un bon moment. Je suis quand même gravement déçu de ce SummerSlam. Effectivement, c'est la débâcle à Monday Night Raw, donc il va être temps de secouer tout ça. Parce qu'on peut pas avoir des pay-per-view qui sont à moitié bien. Avec des purges qui s'enchaînent quand on est du côté du show rouge, hein.
me rappelle il y a quelques années, au bout du compte, Ringside, ça me rappelle il y a quelques années, au bout du compte, c'était l'inverse. Quand il y avait des shows, au bout du compte, tout était axé sur Raw et SmackDown, c'était la dernière roue du carrosse. Là, au bout du compte, SmackDown, depuis plusieurs mois, on le dit et le répète, et très régulièrement devant le show rouge. Ouais. T'as mis quoi comme note, Ringside? J'ai mis 2. Ah, j'ai pas entendu. Ah, t'as mis 2. Ah ouais, ok, ouais. Simplement 2. Simplement 2. Et encore, je suis gentil. Hein. Mais ouais, non, ce SummerSlam est une grosse déception. On récupère le public. Alors bon, en même temps, ça a fonctionné au niveau du public, donc c'est vraiment une note subjective de ma part, mais j'ai pas du tout été convaincu par le show. Eh ben, il y en a un qui a été... Il y en a un qui a été un peu plus convaincu que toi. En attendant, c'est notre John Raffaelier qui nous a laissé son avis aussi, quoi, et qui nous a laissé son top de lumière un peu. Je vais vous le lire vite fait. Donc, son avis sur SummerSlam. Clairement, l'ambiance a joué pour ce SummerSlam. Le fait d'avoir une immense arena et beaucoup de public améliore la perception. C'était une belle fête de retrouver beaucoup de monde. Dès la première entrée de Riddle et la foule qui chantonne sa musique, c'était sympa. Beaucoup de changements de titre. Je sentais la soirée qui avait pour but de faire parler. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Retour de Becky, énorme pop, très bien scénarisé avec la fausse frustration Carmella. Mais Lynch visiblement pas encore en forme. Et le match de 30 secondes était assez déroutant. Goldberg va vraiment falloir arrêter avec ça. Agréable à suivre, mais pas si intense et dense que d'autres matchs de Reigns. La surprise Brock améliore là aussi la fin. Et donc son flop, c'est Goldberg. Et donc si Fiston veut catcher à la WWE, grand bien lui en face, mais pas besoin d'avoir papa dans un titre majeur. Prends ça dans ta face. Et son top, c'est pour Becky. Et ouais, Becky lui aussi. Quel pop, quelle ambiance. The Man is back. Et sa note, 3,25 quand même. Hein. Oh. 3,25 la note de Rafa. Généreux. Beaucoup de matchs, pas beaucoup d'énormes show stealers, mais c'était sympa d'avoir l'étalage de nos stars, de nos superstars. Les Riddle, Orton, Homos, Styles, Famille Mysterio, Uso ont déroulé le classique. Drew a fait son passage. Charlotte a été énorme, même si on critiquera sa victoire. Une jolie soirée, mais pas probablement pas aussi historique que la WWE veut nous faire croire. C'était l'avis de Raffaelier. Nous faire croire tout de suite. Ce qu'ils peuvent, et puis voilà, après c'est vendu. Et comme on peut lire, au bout du compte, il dit on déroulait les classiques Riddle, Orton, Homos, Styles, Family Mysterio et dérouler les classiques. Sauf que du coup, quand tu regardes SummerSlam, c'est pas pour voir du classique. C'est pas pour voir ce que tu vois toutes les semaines. Excuse-moi, Raph, tu n'es pas là pour contre-argumenter. Ah, les absents ont toujours tort. Et puis un dernier petit truc à dire, vite fait là, mais un truc quand même, une anecdote assez drôle, c'est que sur notre Discord de Catch-Up, on a un Discorder de Catch-Up qui s'appelle Connecting Through People Through Wrestling, connecter les gens à travers la lutte professionnelle, et donc qui est un Discorder américain et qui, je sais pas comment il s'est retrouvé sur Catch-Up, mais voilà, il est chez nous depuis pas mal de mois maintenant, quoi, et il participe régulièrement, très très régulièrement, à différents gros shows de la WWE. Et bah là, les gars, ça n'a pas loupé. Il nous a même laissé un petit mot sur la dernière review de SmackDown. Et moi, je l'ai vu. Je sais pas si vous avez fait gaffe, parce qu'en fait, il se balade toujours avec un écran vert, jaune, rouge, avec marqué à l'intérieur Connecting People Through Wrestling. Et il trimballe cette pancarte dans chaque show. Et pendant l'entrée de Edge, allez vous le refaire vite fait, vous verrez. Pendant l'entrée de Edge, en fait, on voit son écran. Il fait un coucou, il est juste, on voit, Edge passe à côté de lui, on voit à côté de l'écran, etc. quoi. Et il nous a renvoyé le truc sur SmackDown, et régulièrement d'ailleurs il nous pose des photos sur le Discord avec son fameux écran où on le voit à Monday Night Raw, on l'a vu à Money in the Bank, et ben là il était à SummerSlam, quoi. Donc bravo à toi, je sais pas si tu nous entends ou si tu nous écoutes, mais bravo à toi, Connecting People Through Wrestling. Oui, bravo à toi. Ouais, moi je l'ai vu aussi, je l'ai remarqué. Tu l'as vu aussi? Ouais, avec son petit panneau. Bon, ben on lui fait des bisous. Voilà, continue à aller à tous les shows. Il doit être pété de thunes. Je suis bien d'accord. Hein, n'hésite pas à nous envoyer aussi un peu d'argent. Un peu d'argent, voilà. C'est tonton qui donne la revente de la colombienne. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À la promo. Je voulais dire que j'étais vendu à la All Elite Wrestling maintenant. Ah oui. Je le ferai pas. Donc, on est partout sur les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur YouTube.
Et si vous l'avez pas fait, eh ben, abonnez-vous. Parce que c'est combien le prix, tonton ? C'est gratos, c'est totalement gratos. Totalement gratos. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès qu'il y a un contenu qui sort, et il y en a pas mal. Allez checker notre rétro de Money in the Bank, allez checker notre rétro de Triple Mania, notre rétro de Résurgence de la New Japan Pro Wrestling. Très international pendant ce mois d'août. Ouais, bah il y a eu du gros catch, hein. C'est le retour du catch un peu là, hein, vu que le public est là, jusqu'à ce qu'on soit reconfiné et que tout ça soit tué dans l'œuf. On va se retrouver donc très bientôt. On est aussi sur Facebook, il me semble, hein, et puis sur Twitter, c'est @catchupcdc, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait ça. On est aussi sur Instagram et sur Discord. Vous pouvez nous retrouver en cliquant dans l'invitation qui est sous la description. Hein, comme ça qu'on fait pour venir nous retrouver et puis discuter avec nous. Voilà, on va se retrouver très bientôt pour TakeOver, NXT TakeOver, le 36e du nom, avec en main event Samoa Joe contre Karrion Kross. Je ne vous dis que ça. Et puis pour le reste, ben écoute, tonton, merci beaucoup d'être venu. Eh ben écoute, merci à toi Ringside pour ce hosting de marathonien pour ce SummerSlam 2021. Et puis merci à Zigote, c'était un plaisir d'être en triple frite avec vous deux. Mais merci Zigote, à toi d'être venu. Bah, merci à Ringside, je crois que ça doit être mon 2e pay-per-view depuis que je suis dans la team catch-up. Et puis merci à tonton de cet accueil habituel, en espérant se revoir effectivement pour le prochain takeover, voire le prochain Raw de lundi soir. Mais oui, ou Dynamite, on peut faire Dynamite à la place de Raw maintenant. Dynamite, Rampage. Rampage, voilà, je suis vendu à la All Elite Wrestling. Bah voilà, merci à vous aussi de nous avoir écoutés, hein, en espérant que ça vous a plu autant d'ailleurs à écouter que nous à enregistrer. Et bien donc comme j'ai dit, on se retrouve pour un NXT TakeOver. Profitez bien de la vie, vive le catch, à bientôt, ciao, bye bye. Salut les gaziers. Salut peuple de catch-up. Zigote, il dit pas au revoir lui. Ah, Zigote, il se met en mode top heal, j'ai remarqué. Je suis un connard, ouais. Je suis un mode poli. Moi. Il va mettre tout le monde en pré-show. Puis je dis pas au revoir à quelqu'un qui aime Sasha Banks. Ça va, et vous